Il nous dit voilà, ce profil-là, Alec Monopoly, il est super connu. C'est du génie. C'est du génie, il adore l'art. C'est pas cher, c'est 20K. On paye 15K, je crois. Et là, plus de nouvelles. Elle a disparu avec On vous a promis un wallet communautaire où on va tous investir ensemble, une plateforme de formation sur les cryptos en ligne à l'échelle monde et tout. Tout ça va être fait. Sauf que des illusions, on n'a pas les fonds pour le faire, on n'a pas ce qu'il faut pour avancer sur le projet. Bah écoutez, désolé, on peut pas, on arrête. Du coup, on rembourse les potes, on rembourse l'entourage et merci, au revoir. On fait quasiment le même chiffre, c'est entre 600 à 800 000 euros. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans notre podcast incroyable. Nous ne sommes pas en direct de Mulhouse aujourd'hui, nous sommes en direct de Lisbonne. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui dans les Entrepreneurs 2.0 Guillaume. Salut Guillaume. Salut Enzo. Comment ça va? Bah écoute, très très bien. Écoute, je vois les petits traits de ta voix comme ça qui montent sur l'écran, ça a l'air de fonctionner. Nous sommes en place, vous ne nous en voudrez pas s'il y a quoi que ce soit qui se passe d'un point de vue technique. C'est une galère sans nom, voilà. Je ne suis pas expert en technicien, je ne suis pas un technicien. Grosse dédicace, on peut le dire, Régisseur. à tous les mecs de la tech, à tous les régisseurs, à tous les ingé-sons, à tous les intermittents du spectacle. Voilà, force à vous la famille. Pour le câble management. On vous aime, le câble management. Si vous retournez tout de suite cette caméra, vous seriez affolé du level de cable management. Bref, un podcast supplémentaire avec un entrepreneur ici en direct. Ça fait plaisir qu'on ne soit pas de l'autre côté de l'écran. Et du coup, quel entrepreneur? Guillaume était de passage ici à Lisbonne. C'était l'opportunité du coup d'échanger un peu, quoi. Et on va passer un bon moment. Installez-vous, un petit thé, un petit café, un petit verre d'eau. On pourrait même, je veux dire, faire une envolée lyrique. Prenez une bière sans alcool. N'ayez pas peur des mots. Voilà, n'ayez pas peur. Allez-y, amusez-vous, profitez de la vie. Et Guillaume, pour le peu de gens qui ne te connaissent pas encore, toi, star de renommée internationale, qui es-tu, que fais-tu? Alors, pour les quelques personnes qui ne me connaissent pas encore, non, plus sérieusement, du coup, je suis cofondateur du Panthéon Business Club, dans lequel, du coup, on a pu se rencontrer, Enzo, Yes. récemment. À côté de ça, du coup, j'ai cofondé aussi une agence de digital marketing, de Web 2. Pourquoi je dis Web 2? Parce qu'on fait aussi depuis quelques semaines aussi du développement Web 3, Ouais, c'est ça. avec Ouais. du développement de projets NFT. Je l'aurais même dit peut-être comme ça en disant aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans le lancement de projets Web3. Alors, non, là pour l'instant on le développe un peu en mode test parce qu'on voit que le marché n'est pas mature à ce niveau-là, que pas mal de marques veulent y aller pour être les premiers à mettre le pied sur la lune, quand on parle de grosses marques, etc. Adidas & Co par exemple, quoi. Bah voilà, c'est ça, c'est un peu la course aux marques qui seront là en premier. Ouais. Donc on est plus en mode test nous aussi sur la prestation de services à ce niveau-là. Donc notre cœur d'activité On c'est reste encore encore au le Web 2. marketing digital. Ouais. Ouais. Et donc vous prenez pas ce virage à 250 à fond en disant on brûle les bateaux, on y va en test. Non, on reste sur le Web 2, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on maîtrise encore, quoi. Ouais, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est qu'on maîtrise quelque chose depuis, ça fait bientôt 3 ans qu'on l'a monté, cette agence-là. Si on prend le temps de setup avant de vraiment l'officialiser, le lancement. Et on a des process qui nous permettent de nous organiser jusqu'à présent à 2 avec David. Et on a pour projet, là, on va commencer à structurer l'agence pour se sortir du mode pirate et rentrer dans quelque chose d'un peu plus structuré. Ouais, de structurer un peu une équipe et tout. Exactement. Du coup, de chez Google au développement d'une agence en lançant des projets NFT à s'associer avec des projets qui ont plus de, on va dire, rayonnement, même si le dernier projet NFT avait eu du rayonnement, on en parlera, autour du Panthéon Business Club. On va revenir un peu sur ce parcours finalement très riche en expérience, en retour, en résultats. Mais avant ça, c'était quoi ton rêve de gosse à toi? Oula, il avait rien à voir avec le business. Moi, j'étais parti sur... en fait, mes rêves de gosse, ils ont bien à voir avec ce que j'ai fait niveau business et niveau formation derrière. Ça partait dans tous les sens. Quand j'étais petit, c'était du rêve, c'était travailler avec les dinosaures, enfin, dans un domaine qui touche à la recherche sur les dinosaures. Est-ce que tu es au courant que les dinosaures, frère, ça n'existe plus? On me l'a dit très tard. On me l'a dit trop tard. Mais non.
Du coup, j'avais Le ça en interview tête. commence bien. Je voulais jouer au ballon, je voulais faire l'armée, que j'ai faite d'ailleurs sur le parcours. Donc ça partait dans tous les sens et ça a continué jusque dans mes études. Quand j'ai commencé mes études, à m'y mettre sérieusement, parce que j'ai fait la fac, j'ai fait 3 écoles de commerce. 3 premières années à chaque fois ou... J'ai fait la première année de fac et chaque fois j'ai fait des passerelles pour passer à l'année d'après. J'ai jamais fait un concours, mais je suis arrivé en master 2 en faisant des passerelles à chaque fois. À l'arrache. À l'arrache. Donc j'ai fait 3 écoles de commerce, la fac. Différentes. Ouais, différentes, ouais. J'ai Dans fait... des filières différentes. Non, chaque fois dans le marketing et la com, à part l'année à Kedge où j'étais en entrepreneuriat. Entre-temps, j'avais arrêté pour faire une année d'armée. Ouais. Donc je me suis engagé, je suis parti, je suis revenu. J'ai monté mon auto-entreprise qui s'appelait, avec mon nom de famille, Web Marketing à l'époque. Et pourquoi du coup, pourquoi l'armée, c'était quoi le rêve et pourquoi ça n'a pas marché? Si tu veux, j'ai toujours voulu tester ce que j'avais envie sur le moment. Et c'est pour ça que mes envies et mes projets sont toujours allés dans ce sens-là. J'étais à la fac, je m'emmerdais un petit peu. J'ai passé une année où je jouais très bien aux cartes, mais c'est tout. Et j'ai décidé, allez, j'arrête, non, à la contrée, à la coinche, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu du Sud. Jeu de vieux, frère. Ah, jeu de jeu, mais super bien maîtrisé. Du coup, j'arrête la fac, je pars à Tu joues à la coinche niveau compétition et niveau dans la fac, je suis pas mal. Dans la fac. Dans la ok, fac. Ah donc oui, tu non. passes ton temps à jouer Ouais, je à passe la fac. mon temps à jouer à la fac. Ah, tu vas pas faire des compétitions Non, et tout, jamais la vie, j'étais pas assez bon. J'ai joué 1 an quand même. Mais non, j'arrête parce que je me dis, l'armée, ça me fait rêver. J'ai pris conscience que les autres thèmes. Et t'es un peu paumé genre à l'école à ce moment-là? T'es bon à l'école, ça marche pour toi ou... J'ai des facilités en fait et je me contente vraiment du minimum. Les notes sont allées en se dégradant, c'est-à-dire qu'au collège j'avais des super bonnes notes. Et comme c'était facile, je m'en foutais un peu. Le lycée, ça a dégradé. Tellement que le dernier trimestre de lycée, j'allais quasiment plus en cours. Je disais à mes parents que ça servait plus. Et j'ai eu mon bac quand même, avec mention. Mais c'était... Et la fac? C'était la flemme. La fac, ça a été catastrophe. J'ai eu 8 ou 9 de moyenne. J'ai réussi à avoir les partiels juste à la fin. Mais c'est parce que je m'emmerdais. Je savais que c'était pas pour moi. Ok. Du coup, ça m'emmerde. C'est pas pour moi. Je pars. Je décide, tant pis. J'arrête tout. Je vais à l'armée. Ok. Armée, expérience cool sur les 3 premiers mois. Où je réalise mon petit rêve de gosse. De me rouler dans la boue. De tirer avec des armes. De faire la bagarre avec les copains. Ouais. 3 mois. Il arrive un repas à Noël avec un pote à mon père qui est anesthésiste. Qui a une super belle fonction. Et qui me dit, c'est le seul. Tout le monde m'encourage jusqu'à là. Et lui, il me dit, mais t'es trop con. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous à l'armée? T'as toujours eu des facilités à l'école, qu'est-ce que tu fous là-bas? Donc il me fait un peu conscientiser, il me dit, pourquoi tu prends pas au moins des cours du soir? Ok, bon, pourquoi pas. Je commence les cours du soir, je réfléchis à prendre des cours du soir à l'armée, je vois très vite que c'est pas possible. Et très vite, je me rends compte effectivement, en parlant en plus avec des gradés, etc., qui me disaient que l'armée, c'est vraiment une vocation, ou alors si c'est pas ça, il y en a beaucoup qui regrettent et qui veulent partir. Parce que c'est quand même un mode de vie où tu te sacrifies. Donc il faut vraiment avoir vocation à le faire. Ouais. Donc je réfléchis, à partir de là, je dis c'est stop. Donc j'envisage ce qui arrive après. L'armée se termine en janvier ou en février. Comment ça se passe quand t'arrêtes? J'étais en période d'essai. Période d'essai de 6 mois. Donc j'ai fait mes 3 premiers mois. Il me restait 3 mois de période d'essai. C'est là où je déclenche, je réfléchis, j'arrête. Et à partir de là, il faut que je prépare la suite. Et je me dis, j'arrête en janvier. La reprise d'études sera sûrement en septembre, un BTS. Entre-temps, du coup, je vais faire une petite formation diplômante que j'avais trouvée pour faire du community management. Ok. Donc, je ferai une petite formation. Je prends mon statut de freelance à l'époque parce qu'on me dit tu peux te faire de l'argent comme ça. Ok. Et je fais community manager. Je facture 2 sites à l'époque, mais je facture... Et à ce moment-là, du coup, tu as déjà une appétence, on va dire, au marketing, au web, tu as déjà touché à des choses? Non, c'est plus que j'ai vu la formation community management. J'ai vu que c'était les réseaux sociaux, que c'était pour s'occuper de ça. Ça me paraissait pas trop compliqué. Je dis je vais tenter. Et... Ouais, t'as vu de la lumière, t'es rentré quoi. Exactement. Et ça me plaît bien. J'étais pas mal depuis petit, j'étais un peu geek, j'aimais bien jouer, les ordi, après plus tard les réseaux, etc. Donc c'est quelque chose qui me paraissait bien sur le papier. Ça se confirme, c'est cool. Je me rends vite compte que je suis très limité, je sais rien faire. Community management, c'est vite fait. Création de sites avec 2 vidéos que j'ai vues, c'est pas terrible. Je dis bon, le BTS il va faire du bien. Je rentre en BTS. Là j'ai un parcours relativement linéaire jusqu'au master. C'est 2 ans BTS 2 ans, une année à Kedge, après je fais passerelle. Master entrepreneuriat, je commence à m'éveiller un peu sur le sujet. Et après, je rentre en première année de master et c'est là où je déclenche vraiment. Je commence à dire il faut que je m'y mette sérieusement. Je fais un voyage Mon père, depuis petit, j'ai la chance, il m'a pas mal fait voyager. Et en master, je fais un voyage avec mon cousin. Et je me dis putain, c'est quand même pas mal la vie de voyager. Il faut des thunes pour ça.
J'ai intérêt de m'y mettre. Faut que je m'y mette parce que si je veux faire un truc de ma vie, Ok. il va falloir mettre les moyens de ses du coup, ambitions. là, qu'est-ce qui se passe pendant que tu es à l'université à ce moment-là? Il y a des stages, il y a des expériences pro, tu développes en auto-entreprise. Ben, c'est là en fait où je fais une année où vraiment tout se décoince en fait. C'est que ma première année de master, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'arrache un peu. Je suis le seul de ma classe de 30 élèves à pas faire de stage en fin d'année. J'arrête et je dis non, moi je vais pas trouver de stage. Je m'inscris pour faire le wagon, qui est un bootcamp pour apprendre à coder. Parce que je commençais à m'intéresser au marketing, je voyais très bien qu'il y a des choses que j'étais limité et je voulais avoir un petit peu de maîtrise technique en fait. Donc le seul des 30 à pas faire de stage, je sors de ma poche, j'avais 10 000 balles en poche sur le compte, en tout et pour tout, sur tous mes comptes. J'en sors 6 000 pour faire ce bootcamp là. 6 000 balles le wagon. 6 000 balles le wagon pour faire 2 mois et demi, 3 mois de code, je crois. Et à partir de là, tout s'est enclenché en fait. Le wagon, pour tous ceux qui connaissent pas. C'est un bootcamp en fait où en 2 mois, 3 mois, je sais plus, tu apprends à coder. Et donc j'y vais encore une fois en ayant une intuition plus qu'une réelle idée de ce que j'allais en faire. Je voulais pas devenir dev, quoique peut-être si ça me plaisait. Je fais le wagon. Super expérience, je kiffe. Là, ça commence à me matrixer vraiment sur l'entrepreneuriat parce que je suis entouré que d'entrepreneurs. Il y a quelques techos. C'est des mecs qui sont plutôt marketeurs, qui sont dans l'univers startup et qui viennent apprendre à coder ou qui viennent comprendre en tout cas le langage du codeur. C'est ça. En fait, si tu veux, tu avais un tiers de techos qui voulaient approfondir ou changer de langage de développement. Tu en avais qui étaient à la recherche de prestataires, qui venaient là en étant entrepreneurs, qui venaient rechercher des prestataires. Tu en as qui venaient en reconversion. Et moi, je me suis pas mal rapproché des marketeurs qu'il y avait, des personnes porteurs de projets, etc. Dans ces personnes-là que je rencontre, je me rends compte que le code, c'est pas fait pour moi. Assez rapidement, première semaine. Franchement, c'est cool, j'ai kiffé. Quand tu sors du wagon, tu as des compétences concrètes, tu sais faire quelque chose. Ouais, j'ai développé une app pour faire des paris sportifs en side à côté du wagon. On a développé des apps là-dedans. Franchement, c'est une super formation. C'est vraiment exceptionnel. Tu rencontres plein de monde en plus, c'est vraiment bien. Okay. Mais par contre, j'ai pas goût pour ça. Ouais. Tu vois, je finis une journée, j'ai la tête cassée et tout. Et puis je m'épanouis pas. C'est un truc vachement cartésien, faut être. Puis faut aimer être dans l'introspection, faut aimer être posé, faut aimer analyser ton code, faut aimer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu trop partir dans tous les sens. Ouais. Par contre, en ne faisant pas de stage, en faisant cette formation-là, tout s'enchaîne. Je rencontre quelqu'un au wagon, un mec d'une 50aine d'années, super smart, entrepreneur, qui me dit j'ai kiffé bosser avec toi sur le projet de fin du truc. Tu veux pas qu'on lance un truc ensemble? Et j'ai dit, ouais, comme ça. Pourquoi pas et tout. Ouais, parce qu'on a vraiment beaucoup parlé, on a kiffé. Le projet qu'on avait développé à la fin, il voulait le porter vraiment. Ok. Donc je lui dis, écoute, pourquoi pas. Ça donne rien derrière. Par contre, en discutant avec lui, c'est un mec super smart qui avait fait un summer camp à Harvard, aux États-Unis. Et il m'a dit, ça, c'est un accélérateur de fou quand t'es jeune. Ok, pourquoi pas. Donc je me renseigne, je me dis, c'est super smart en fait. Tu prends un programme payant, un programme d'été dans ces écoles de commerce, au moins tu te labellises avec l'école de commerce. Et la plupart des entreprises, elles vont y voir que du feu, en fait. Donc Harvard, c'est trop loin. Ok, donc marketing, quoi. Tu te dis comment mettre une douille et choper un CV béton. C'est ça. En fait, il faut se démarquer. Tu sais, t'es en alternance, il faut passer devant tout le monde pour les stages, les machins. Je me dis, Harvard, c'est trop loin. La rentrée, c'est en septembre, parce que là, on est à la période de stage, on est entre mai et septembre. Je me dis, je regarde qu'est-ce que je peux faire à Paris. Donc je regarde HEC, il y a un summer camp, je m'inscris. J'ai 10 000 balles, j'en reclaque 1 500 ou 2 000. Ah ouais, donc t'as investi quand même pas mal dans ton éducation à ce moment-là. J'ai tout investi cet été-là. Ouais. Je fais ces 2 semaines à HEC à Paris. C'est 2 semaines seulement? 2 semaines seulement. Mais maintenant, sur ton CV, c'est écrit HEC. Mais maintenant, c'est écrit HEC. Et ça m'a permis surtout de trouver mon alternance. Et les mecs, ils y voient rien? J'ai trouvé mon alternance avec ça. C'est-à-dire que je me suis vendu avec ça. Je me suis dit, voilà, j'ai fait un programme, en plus de mes études, j'ai fait un programme à HEC de marketing digital. La personne qui est un super entrepreneur aussi d'une agence digitale à Paris, forcément, ça lui a fait, ça a envoyé des signaux positifs, tu vois. Tu dis HEC et tout. Donc je trouve mon alternance. Premier truc qui se débloque de cet été-là où je commence à faire un peu hors du circuit, en fait, sortir du circuit scolaire normal. Je trouve mon alternance. Derrière, j'ai fait le wagon. Un ancien du wagon me contacte en me disant, j'ai créé une formation de 1 semaine de growth hacking et je me suis refait prendre 1 500 €. Je fais une deuxième formation derrière. Ouais. Mais celle-là de formation, elle a été décisive encore une fois. La formation d'après, elle me fait tourner mon alternance. Celle-ci me fait rencontrer un mec qui s'appelle Julien, un amour, qui travaille à Dublin, en Irlande, chez Google. Ok. Ah, effectivement, décisive, ouais. Voilà, je kiffe la journée où il nous apprend du Google Ads, Google Analytics. Donc lui, il est intervenant dans la formation. dans la formation, exactement. J'adore la journée, c'est le cours que je préfère dans la semaine.
je sympathise avec Ça, lui. c'est intéressant. Du coup, tu te payes une formation à 1K5 d'un mec que tu as rencontré en te disant ok, je vais apprendre de nouveaux trucs en marketing. Ouais. Et tu rencontres en tant que formateur un type avec lequel tu connectes bien. Et il va devenir ton parrain, quoi. Eh ben, ça va m'orienter dans pas mal de trucs parce que déjà, sa journée de cours, je la kiffe tellement que je me dis, dans le marketing digital, je veux faire du Google Ads, ça me plaît. Donc déjà, ça Ok. m'oriente pas mal. J'arrive en agence à l'alternance que j'ai trouvé, je me positionne direct comme étant, ouais, je suis expert en Google Ads, laissez-moi faire sur les campagnes. Bon, pité pas grand-chose, j'ai eu une journée, mais en tout cas, ça m'oriente là-dessus. Avec ce mec-là, on sympathise tellement, on joue ensemble à Fortnite en ligne, enfin on sympathise vraiment. Il me propose de rentrer chez Google à Dublin. Je me dis putain, c'est magnifique, moi je suis en alternance, je me dis waouh, c'est énorme cette opportunité. Je me dis putain, tout est lié, tout s'est débloqué comme ça. Ok, vas-y feu, j'y envoie mon CV, ça se fait pas. Bon, tant pis, une opportunité qui passe. Par contre, quelques mois plus tard à l'agence, puisque j'avais pris en charge les comptes Google, mais que j'étais pas terrible, il y a un compte où ça va pas. Il y a un compte où ça va pas du tout, les résultats sont pas bons. Et le patron de l'agence me dit vas-y, Guillaume, trouve quelqu'un avec qui bosser sur le compte pour qu'on déverrouille ses campagnes Google Ads. C'est un client important. Je connais quelqu'un, du coup, tu dis. Et je te reconnais quelqu'un. Le gars qui t'a formé. Ce mec-là me dit moi je suis à Dublin, je peux pas, mais je te connecte avec un gars à Paris, un pote à lui de chez Google de Paris. Ce mec-là vient à l'agence, il m'aide, on déverrouille le compte, je sympathise aussi. Et c'est cette rencontre-là, Olivier, qui est devenu un ami maintenant, qui m'a déverrouillé les portes pour devenir coach conférencier chez Google. Parce qu'ils ont un programme à Paris aussi. Et de la même manière que je l'avais fait avec le premier intervenant que j'ai rencontré, cette personne-là me dit est-ce que ça te chaufferait pas de rentrer chez Google en tant que coach conférencier. Ils ont un programme en fait où ils forment en France pas mal de professionnels sur le digital. C'était pour évangéliser ça à l'époque. D'accord. Et j'ai dit vas-y feu, pourquoi pas. Je commence les entretiens. Avec tes 6 mois d'alternant dans une agence, Exactement. ça te suffisait comme bagage pour pouvoir rentrer. C'est ce qui m'expliquait, c'est que je creusais pas mal les choses depuis un an sur le marketing digital, parce que j'avais eu le petit déclic, je m'étais dit il faut que je m'y mette. J'avais fait le wagon, donc j'avais des compétences tech. J'avais fait la formation de Groff avec son pote de Dublin. J'avais quelques mois de gestion de compte, donc je commençais à toucher. Il me dit vas-y, si tu veux, je te mets en relation, il y a des entretiens. Après, les entretiens sont bien passés. Et je me retrouve du coup en deuxième année de master avec mon alternance et le statut de freelance. Et le week-end, aller bosser pour Google quand tu t'envoies en mission. Même pire que ça, je posais des jours de congé. Donc je prenais de mes jours de congé que je posais pour aller faire des conférences. Donc je posais le vendredi par exemple, pour avoir le vendredi, samedi, dimanche. Et j'allais faire les conférences le vendredi, samedi. Écoute, je savais pas qu'on allait arriver là, mais l'importance du réseau, l'importance de faire des rencontres. C'est incroyable. Moi, ça m'a vraiment marqué à cette époque-là, parce que c'est vraiment, ça paraît, c'est quand j'y réfléchis après, je dis mais c'est une bobine de fil qui s'est déroulée quoi. Quand tu connectes the dots quoi, comme disait Exactement. Steve Jobs. Ouais. Tout s'est aligné et d'une forme, en fait je pouvais pas l'imaginer. Je pouvais pas l'imaginer. Tout sûr. s'est fait d'une rencontre à une autre et chaque stage, chaque formation que j'ai fait cet été-là, au lieu de faire mon simple stage en entreprise comme tout le monde, ça m'a fait accélérer un truc de tout ça en un été en plus. Et tout ça en un été. Le wagon c'était en mai. HEC, j'y suis allé en juillet. Et la formation de Groff, c'était fin août ou début septembre. Et je reprenais l'école le milieu septembre ou fin septembre. Ah ouais. Et pour finir la boucle, c'est chez Google, dans le programme de coach conférencier, que je rencontre David, qui va devenir plus tard mon associé à l'agence Wanted. Donc lui aussi, il était coach conférencier, pareil, en freelance. Exactement, il était pareil, il était dans le programme. Donc vous n'étiez pas salarié en fait pour Google, vous étiez intervenant extérieur. Exactement, ils prennent des freelances en fait qui forment avec toute la posture à avoir pour Google, le discours qu'il faut avoir. Oui, donc du coup, tu as pu être formé aussi par Google un petit peu. Ouais, exactement, sur des sujets techniques, sur la prise de parole en public aussi. Moi, j'étais persuadé que vous étiez les casse-couilles qui font de gestion de compte niveau 1, qui t'appellent hey, salut, tu veux que je t'aide à dépenser 50 €? Ils sont ici, ils sont à Lisbonne. Ah, putain, ok. Mais non, ça a été cool. La petite anecdote qui est sympa en plus, c'est que la première fois que j'arrive au programme chez Google, je connais personne. J'arrive un peu timide, genre je suis tout jeune, j'arrive chez Google, donc j'ai les yeux un peu, je suis impressionné quoi. C'était où à Paris du coup? À Paris. Je m'assois à une table comme ça là. Il y a une personne assise en face de moi, super serein, il parle pas, il est là, il sourit, et tu sens qu'il est à l'aise. Et je me dis putain, ça doit être un mec du staff. Sauf que ce mec c'était David. La première personne que je rencontre là-bas, il était juste content, mais pareil, timide aussi, on ne s'est pas parlé. Moi j'ai dit il est tellement à l'aise, en plus il y a quelqu'un du staff qui passe, qui lui fait un sourire, un check et tout. Je dis mais il est avec eux. Mais en fait non, pas du tout, c'était un mec qui était là comme toi, moi pour se faire former. Quoi. Ouais. Et premier mec que je rencontre c'est lui, on a sympathisé, on est devenus associés. Et donc effectivement David, du coup, cofondateur de l'agence de marketing que vous avez développée et cofondateur des différents projets NFT que vous lancerez par la suite.
on l'embrasse. Qu'est-ce qui va se passer du coup suite à ça? T'es en alternance, quand ton alternance elle se termine, les études se terminent, qu'est-ce qui se passe? Alors, je finis mon alternance déjà. Je me lâche d'une main en me tenant d'une autre, c'est-à-dire que je signe l'agence où j'étais en alternance comme client. Je dis En freelance. en freelance. J'ai Tes un. résultats ils sont bons. Comment est-ce que t'es monté en compétence sur Google Ads? T'es Ah, arrivé, t'as fait semblant, je savais, mais tu savais pas vraiment. Comment ça se passe ensuite maintenant quand t'as des vrais comptes à gérer, des vrais clients, des budgets? Bah, j'ai tryhard, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai expérimenté beaucoup, puisque j'avais de la chance en fait de tomber dans une agence qui était plutôt spécialisée sur le dev et sur la technique. Depuis peu, elle signait des comptes en acquisition en marketing digital. C'était pas leur job Mais initial. c'était pas le cœur de métier, c'était surtout le dev à la base. Maintenant, ils y sont, ils font de l'acquisition à 100%. Mais à l'époque où j'arrive, je suis un des seuls référents sur le marketing digital. Ils avaient une personne qui travaillait en externe, ils avaient un chef de projet qui gérait un peu ça. Mais j'ai la chance d'arriver, de pouvoir me positionner, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. Donc ça, c'est cool de signer dans une petite boîte pour ça. Donc je sors de l'alternance parce que forcément au début, pas terrible, mais en bossant beaucoup, en me formant beaucoup toute l'année. J'arrive à avoir des résultats cool, avec beaucoup d'énergie, ça se passe très bien. On s'entend super bien avec le fondateur de cette agence-là. Et lui, en très bonne intelligence, me dit ok, on continue de bosser ensemble. Moi, ça me fait, écoute, c'est moins de charges ça me fait des charges sur l'agence, justement, plutôt qu'un salaire. Moi, je préfère parce que ça me donne ma liberté. C'est en auto-entreprise, ouais. Exactement. Et donc, pendant un moment, je continue avec l'agence en tant que freelance et Google. Et petit à petit, je me sers de Google et de la notoriété que ça Et me donc, donne tu gagnes ta vie directement des sorteurs d'études, quoi. directement. Tu gagnes quoi à ce moment-là? 2-3 000 euros. Ouais, déjà quand même pas 2-3 mal. 000 euros en combinant ce que je gagne avec l'agence et les missions Google. Très vite, je me sers un peu de ce bouche à oreille là pour parler un petit peu sur LinkedIn, pour me faire voir, pour signer de nouveaux contrats. Et je me retrouve vite avec 4-5 clients en freelance sur du Google Ads, sur du Facebook Ads. Je m'y suis mis entre temps. Comment tu facturais? Très mal. très C'était très quoi mal. le modèle de Rémi? Le modèle de réunion, c'était fixe mensuel. c'était du fixe mensuel, Ouais. très bas. Et c'était en mode parce que j'avais pas confiance en moi du tout. Et je me disais, ok, j'entends des mecs qui facturent tant. Moi, je vais mettre un peu en dessous d'eux parce que je commence. Et tu vois, j'étais comme ça et j'empilais les clients. 300 balles, 400 balles, tout comme J'ai ça. eu des clients à 300 balles le mois. J'essayais en Peu moyenne. importe la campagne. Ah ouais, peu importe. Là, j'étais pas regardant. Je disais, ouais, je fais du Facebook Ads, 300 balles. Et donc, je faisais. Donc tu t'élargis aussi de Google, tu prends aussi des trucs Facebook, tu prends. À ce moment-là, je suis en mode je bouffe tout ce que je peux bouffer. D'accord. Et donc Google, Facebook, très vite je me mets à YouTube. Et donc avec le temps, j'ai ajouté pas mal de briques. Je me suis très vite intéressé à l'UX, à l'ergonomie de site et à l'optimisation pour la conversion. Ok. Ce qui est hyper important quand tu commences à envoyer du trafic et tu te dis, ouais, mais si le truc ne convertit pas, ça sert pas à grand chose. Exactement. C'est les trucs, à force de travailler sur un sujet, tu te rends compte que ça bloque à cause d'un autre. Et du coup, tu tapes sur un autre. Et voilà, ça se débute comme ça. Moi, je fais mon petit parcours comme ça de freelance en empilant mes clients comme ça. J'arrive à un moment où je suis plutôt pas mal. Entre-temps, avec David, on se lâche pas de vue parce qu'on a bien sympathisé. On échange sur nos vies, surtout sur rien. Un peu sur le taf aussi parce qu'il est aussi de son côté freelance avec les mêmes types de missions que moi. Pas mal de dev de site. Il faisait du dropshipping aussi à l'époque. On se suit. On est en quelle année à ce moment-là d'ailleurs? On est il y a 3 ans. 2019, 2020, entre 2019 et 2020. Et à ce moment-là, du coup, on arrive, je sais plus quelle période c'était au mois de février, je crois. Il me dit, écoute, ça fait un moment qu'on fait un peu pareil et tout. Moi, mon kiff, c'était le dropshipping. J'en ai fait, j'ai kiffé, mais j'étais seul, c'est ça qui m'a un peu saoulé. David qui te dit ça? Ouais. Ça te chauffe pas, on essaie, on lance une petite boutique là? Je dis, vas-y, pourquoi pas, j'en ai jamais fait, je connais à peu près le concept, mais vas-y, viens, on essaye. En plus, on a déjà fait, écoute, vas-y. Et là, c'est le début un peu de notre coopération. On commence notre association même. On commence à bosser ensemble. Et on reste quasiment tout l'été à bosser ensemble. Encore un été. Encore un été. Ça s'est accéléré très vite sur cette période. Mais on passe l'été à bosser, mais vraiment comme des schlags. On est du matin au soir, de 8h le matin jusqu'à... Sur Shopify et sur les dashboards. Et surtout, les ordi qui brûlaient. On était en Google Meet toute la journée. Ouais. On s'appelait toute la journée. Parce que comme on savait pas faire la moitié des trucs que ce que savait faire l'autre, on faisait tout en même temps en fait. Donc on perdait du temps, mais ça nous a permis d'apprendre à nous connaître déjà, dans notre façon de travailler, d'apprendre les skills de l'autre sur plein de trucs. Genre moi, Facebook Ads, j'étais vraiment une tâche et il était beaucoup meilleur que moi et il m'a appris pas mal de trucs à ce moment-là parce qu'on passait du temps. Ouais. Et cette étape de drop, elle est plutôt cool. On n'a pas de résultats exceptionnels. Je crois qu'on fait 60 000 euros dans tout l'été de CA.
Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal, mais quand tu vois les chiffres qu'il y a à l'époque où il y avait des personnes qui marchaient très 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 bien. Mais du coup, vous lancez un site en une semaine, ça démarre, les premières ventes tombent. On lance un Là, site. tu viens de gaspiller ça comme si c'était de merguez. Il y a des gens qui t'écoutent, ils sont là, ils aimeraient faire leur première vente. Tu vois. Non, mais c'est intéressant comme question. On met, je crois, 3 semaines, un mois avant de faire une première vente. On lance un site. Boutique monoproduit, ouais. Exactement. Stratégie un peu agressive de l'époque. Exactement. On fait un Shopify assez vite parce que techniquement, il savait comment ça marchait, David. Donc, il sait comment on intègre des produits, il sait comment ça marche, il s'est connecté à Facebook. Tout va assez vite. On choisit notre premier produit et on fait tourner. On met un peu de temps avant de faire tourner de la pub. On était un peu pointilleux. On s'était dit, bon, on va faire ça bien. Peur de dépenser de l'argent au début. Ouais, bah ouais, un peu ça. Et finalement, on lance notre produit, on met une semaine, je crois. Donc, en tout et pour tout, ça fait 3 semaines, un mois, quoi, entre le moment où on commence à réfléchir et le moment où on lance. Ouais, Et il passe 2-3 jours de pub avant qu'on fasse notre première vente, quoi. quand même, ouais. Et ouais. Et, et là, on s'est dit, on va faire les choses bien, on va faire un produit nickel et tout. Mais pris dans le truc de le produit marche pas, on va chercher un winner. On passe un été où on teste 34 produits, on a testé dans l'été. Et donc chaque fois on rebrande le site, on refait tout, on relance des pubs. Enfin ça a été rigolo. Quel produit a commencé à prendre où c'était vraiment rentable et intéressant? Le seul produit qu'on a réussi à vraiment faire prendre, qui nous a fait quasiment les 2/3 du chiffre d'affaires qu'on a fait dans l'été, ça a été une petite sacoche ou une sacoche pour meuf avec un... Il y avait l'écran du smartphone qui sortait au dos de la sacoche en fait. Tu avais un... Comment on appelait ça, une petite pochette en fait transparente avec un truc qui était tactile. En fait, tu posais ton tel dans la petite sacoche et tu pouvais pianoter sur ton tel. En mode, tu sors en soirée, tu perds pas ton tel, tu te le fais pas voler. Et ça, on en a vendu pour les 3/4 du chiffre d'affaires des 60 000. Et c'était lequel de produits testés? Combien vous en avez testé avant qu'il y en ait un qui marche? C'était peut-être dans les 10 ou 15 premiers. C'était au début parce qu'après, quand il a commencé à plus marcher, c'est là où on a encore plus intensifié le testing. On était deg d'avoir perdu le premier. On a dit putain, il faut qu'on en trouve un. Et du coup, on a bombardé derrière, mais on n'a jamais pu trouver un. Et 10 premiers, vous abandonnez pas? Les 10 premiers, chaque fois, on les abandonne. Hein. Mais vous abandonnez pas et vous continuez d'en lancer? Ah oui, on continue d'en lancer par contre. Ouais, parce que quoi? Qu'est-ce qui vous fait croire que... Bon, on s'est fixé, on s'est dit on va tester jusqu'à ce que ça prenne. On a des signaux quand même qui sont encourageants. C'est-à-dire qu'on réalise 3-4 ventes. On se dit putain, il y a 3-4 ventes. Ah, c'est pas terrible, on n'est pas rentable. Bon, on arrête. Peut-être que si on fait comme ça va être mieux. Et on a plein d'hypothèses comme ça. Et chaque fois, on a toujours le petit signal positif qui fait que tu lâches pas. Et que tu te dis putain, on fait quand même une vente. C'est con, c'est qu'il manque un petit truc. On se pose des questions, on continue. Et il y a des produits qui nous font croire qu'ils vont marcher. Vous dépensez combien d'argent quand même? Combien est-ce que vous avancez votre réseau? Quand on fait nos testings, on commence à... je crois qu'on commençait sur du 50 balles par jour. On faisait... voilà, mais par contre, on était super prudent. Dès que ça prenait pas et tout, on n'hésitait pas à couper en milieu de journée et tout. On était en mode... on touchait même trop, je pense, à l'algo. On faisait un peu... Vous dépensez facilement 2 000 € quand même. 2-3 000 € dans vos testings. Ouais, mais en fait, on n'attendait pas que la journée se finisse. Donc, quand je te dis 50, c'était programmé 50. Mais quand on voit qu'au bout de 20-30 €, on n'a pas vendu ce qu'on voulait, on coupait. Ouais. Donc, en fait, bien évidemment, il faut pas faire. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que si tu coupes l'algo, le pauvre, il a pas vraiment le temps de bosser, surtout avec 30 balles. Exactement. Mais sauf que, comme c'est l'argent de notre poche, tu sais, on attendait que ça marche. Beaucoup plus d'attention, ouais. Donc voilà, et ça, c'est l'expérience. Ce qui a fait qu'on a arrêté, en fait, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que si tu le travaillais comme ça, à l'arrache, que tu ne travaillais pas proprement, tu construisais rien en fait. Ça pouvait pas marcher sur du feu de paille, on vole le produit à quelqu'un, on fait la boutique et on le fait quoi. Quand ça prend, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment vous le vivez? On a l'impression qu'on est trop chaud, on est content, on parle autour de nous, on dit on fait du drop, tu vois, t'es content. Mais, ça monte jusqu'à combien un chiffre d'affaires? La plus grosse journée, je crois qu'on a fait, je crois que j'ai screen encore, je crois qu'on a fait du 3-4 jours. Donc on était content, tu vois, on se dit c'est fini, on a la retraite. C'est fini. On a trouvé le truc, mais c'est pas du tout la fin du jeu quoi. Pas du tout la fin du jeu, voire peut-être même le début. C'était le début finalement, et cette période-là, on a arrêté parce que ça nous allait pas comme mode de fonctionnement. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'on est... Surtout, il n'y a pas de winner qui ressort avant 15 produits encore. Exactement, donc à un moment donné, on se dit bon, là, on va pas dilapider tout ce qu'on a gagné. Au final, vous avez quasiment rien au bout du bénéfice. Vous avez fait 60 000 de ventes. Exactement. Avec les 15 testings supplémentaires que vous avez fait, vous avez brûlé un peu de bénéfice. Ouais, mais il nous reste un petit billet en poche à chacun. En tout et pour tout, on était à un tiers de marge, je crois, un petit peu moins d'un tiers. Et à la fin, il nous reste un petit peu. Mais bon, on dit on arrête, on prend les sous et puis merci, au revoir. Surtout parce qu'on part sur un autre projet. On se dit on arrête le drop pour faire l'agence, du coup. Parce qu'on savait qu'on faisait tous les deux en freelance avant.
On a vu que sur la période, on était compatibles pour bosser ensemble en fait. Mhm. Qu'on avait deux caractères qui matchaient bien, qu'on était assez différents, que le travail se passait super bien. Donc on dit on va faire l'agence. Et donc à partir de là, c'est là qu'on a créé Wanted, en se disant, en partant du postulat de dire on continue de faire ce qu'on faisait, donc du freelancing, mais avec la mention agence pour essayer de signer des plus gros comptes, pour essayer de Bien structurer. sûr. Et Un meilleur branding avec nous sommes une équipe et puis potentiellement comme ça a matché à deux, s'il y a besoin on s'épaule, on avance ensemble quoi. exactement, Et c'était. vous restez d'ailleurs une autre entreprise à facturer chacun de votre côté j'imagine. Alors, à partir de là, nous, par contre, ce qu'on s'est dit du début, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que l'association tienne bien, on a dit on met tous les œufs dans le même panier. On l'a toujours fait et on le fait toujours. C'est-à-dire que si sur la boîte, il y en a un qui fait une mission, qui trouve un petit truc, peu importe qui le fait de son côté, on le met sur la boîte. Et on divise tout en deux. Donc vous avez fait une boîte. On a fait une boîte, ouais, Vous ouais. avez créé une SAS à On deux. crée une SAS. Et même avant qu'on crée la boîte, qu'on fasse les sous sur le drop et tout, on a dit peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on bosse ensemble, on bosse ensemble. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, avec nos deux caractères, ça l'a fait. Et les mois où moi j'avais des demandes, où je pouvais faire rentrer plus d'argent, bah, on divisait quand même en deux. Les mois où c'était David qui ramenait du chiffre, on divisait en deux. Et en fait, ça fait que sur le long terme, en fait, ça crée pas de frustration. Et Tu vous dis vous payez dès le début du coup. dès le début, ouais, en freelance. En fait, quand on faisait le drop, j'ai essayé d'entretenir, on en a gardé quelques-uns. On garde des clients en fait à côté. Pour on- pouvoir bouffer quoi. Voilà, exactement. Et on sait que on crame de l'argent sur le drop, sur nos tests et tout, mais quand même, on facture encore des prestats qu'on fait. Continuer de gagner notre vie quoi. Voilà, on continue. À ce moment-là, on est en quelle année là 2020. Alors ça, c'est un été qui passe en 2020. Et là commence Ça, l'agence. c'est l'été 2020 ça. C'est l'été, je sais plus la temporalité, mais 2019-2020 quoi. Ça fait 2 ans et Ouais. demi avant. Donc 2 ans et demi, 2019, ça doit être l'été 2019. Donc là, on se met vraiment dans Wanted, on commence à structurer comment on facture, comment on gagne du temps, comment on automatise. Parce que nous, notre objectif à ce moment-là, c'est de rester sans salariés. On veut rester une structure très légère parce qu'on se dit, on a besoin de se développer encore à titre perso, on veut apprendre, on veut traiter nous les comptes, on veut pas les déléguer tout de suite. Ok. On veut s'assurer Donc vous montez une agence pour le branding, mais pas avec l'ambition de recruter, de créer des process, tout ça, non. Pour l'instant, on veut que ce soit notre vache à lait, qu'on fasse de l'argent avec, parce qu'on sait on sait le faire assez facilement. Du coup, Mhm. on veut monter en compétences. Et on est en train de se construire, même perso, tu vois. On sait pas trop si on veut voyager, si on veut rester, si on veut. Ouais. Donc on se dit, bah, on reste comme ça et on l'amène un peu. C'est quoi l'ambition à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un rêve? Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il y a un goal vers lequel avancer? Est-ce qu'on a un modèle d'agence en tête? Est-ce que... À ce moment-là, c'est un objectif ça se voit qu'on débute, on est vachement axé sur le chiffre d'affaires. On se dit, là, on va bosser jusqu'à faire du 20 000 euros par mois à deux. Et c'est notre driver qui est un mauvais driver. Mais Je sais pas, hein. c'est. Est-ce qu'il y a un mauvais driver? En tout cas, il nous a drivé. Est-ce que c'était un bon métier, le métier de scribe? Non, mais franchement, je suis pas sûr. Hein. Tu sais, le financier, moi, je pense que c'est un excellent driver parce que parfois, tu réfléchis pas en fait. Tu réfléchis pas, tu mets les actions, tu bosses. Si demain, tu as une crise de sens, bah, tu te poses les questions. Ah, mais tu vois, là où c'est pas, à mon sens, pas terrible, c'est que on veut faire 20 000. Donc on met les actions en fonction parce qu'on est deux pour gérer une dizaine, une quinzaine de comptes. Ça veut dire qu'il faut empiler des comptes qu'on facture, je sais plus, à peu près 1000 euros par mois en fixe à l'époque. Il faut empiler des comptes et du coup, si tu veux en avoir 20, tu es obligé de trouver des moyens de limiter le temps de travail sur chaque compte. Donc en fait, tu dégrades un petit peu la prestation parce que tu es focus sur ton 20 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas. Bah, c'est ce qui se passe en tout cas nous à Oui, l'époque. mais si tu factures au pourcentage du dépensé ou du bénéfice et bien tu sûr. améliores la qualité de prestation, tu te focalises sur un plus petit nombre de clients, mais ça aurait été un autre modèle de rému. Exactement, à l'époque on n'y est pas, tu vois, on n'est pas avancé sur le sujet. Et bah, on avance. On arrive, passé la première année, à arriver à allier qualité et quantité. Mais par contre, il n'y a plus de vie, quoi. On 7 sur 7. se massacre 7 sur 7 et on bosse beaucoup. Et vous faites 20 000 de CA par mois. On est arrivé à faire quasiment 20 000. On est arrivé à 19 000 récurrents à la fin. 18-19 000. Les plus gros mois, on était à 20 000, mais c'était exceptionnel. En récurrent, on était à 18 000 à la fin. Fatigué mais excité, tu vois, c'est le début. Donc on kiffe. Ça prend combien de temps quand même à monter jusqu'à 20 000 par mois? On met quasiment un peu plus d'un an, un peu plus d'un an. Et toujours excité, pas fatigué malgré le rythme de 7-7 Non, et tout. parce qu'au final, ça passe assez vite. En plus, on a des périodes où c'était vachement où ça a été compliqué à gérer, mais on avait des trucs qui nous donnaient un peu de force.
À un moment donné, on se tape dans la main avec David, on dit ok, David, tu peux décrocher de l'agence pendant 3 mois. Et moi, je gère. Moi, je vais essayer de gérer et toi, tu m'aides sur ton temps libre. Il est allé faire une formation de code aussi pour lui aussi être au niveau techniquement. Donc, il fait The Hacking Project à l'époque. Et donc, à ce moment-là, tu vois, c'est super hard au niveau du rythme. Parce que du coup, bah, je me retrouve avec un David et demi, la moitié d'un David, qui est plus que là le soir et le week-end pour m'aider. Ouais. Mais par contre, on est super Tu gères 20 comptes. Ouais, mais on est super excité parce qu'on se dit putain, David, tu vas sortir de là, techniquement, tu vas être trop chaud. Donc, on va pouvoir faire d'autres trucs. On va proposer des offres avec du dev de landing page. On va pouvoir faire plein de trucs. Donc, cette Parce période. qu'à ce moment-là, vous faites principalement de l'acquisition. Que de l'acquisition. Vous avez envie de faire du site et de l'UX, mais vous n'êtes pas très bon là-dedans. Bah, on se rend compte qu'on est limité techniquement, tu vois. Mais on est obligé de passer par le client alors qu'on aimerait offrir des solutions pour pouvoir faire de l'upsell derrière et dire on vous fait des landings aussi, regardez, on vous fait la landing à temps, etc. Landing important parce que vous faites de l'acquisition de leads chez vos clients. Ouais, on en fait, on fait pas mal de B2B. Et puis même, tu vois, on se dit, au fond, il y a quand même, surtout David, à cette époque-là, il a quand même pas mal l'envie de lancer ses propres projets autres que du service. Ouais. Moi, je suis plus un peu bourrin dans l'action et moins dans la réflexion, à ce moment-là. Lui, il a envie de faire de l'e-commerce, peut-être de remettre le pied à l'étrier, de le faire mieux. On s'est toujours dit qu'on referait de l'e-commerce. Et d'ailleurs, on en a parlé récemment tous les deux. Mais on n'a jamais eu l'opportunité de s'y remettre. Et cette idée, elle s'est estompée en fait avec l'arrivée des idées de faire du NFT par le frère de David, du coup. Donc là, du coup, on saute un peu la timeline. On arrive en 2021. On arrive en 2021, exactement. 2021, le frérot de David, notre ami Raphaël, ingé tech, qui prend un poste dans une grosse boîte où il commence à explorer la blockchain. Ça fait un moment, il y est depuis 2000. Lui, dans la blockchain, il y est depuis 7 ans. Depuis 2016, il y est. Merde. Donc lui, il a toujours fait. Il est ingénieur en sécurité applicative, si je dis pas de bêtises. Si tu dis des bêtises, désolé. Mais tu pourras lui dire dans les commentaires. Et pense à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, bien évidemment. Évidemment. Mais ouais, il est ingénieur en sécurité applicative, il est dans la blockchain, il est investisseur crypto depuis 2017. Donc il a connu des grosses bananes, il est chaud là-dedans, il est très très chaud, Raphaël, en tout ce qui est Web3. Et il matraque David une première fois en février, je crois 2021 ou mars. Viens, on lance des NFT, etc. Sans trop d'idées de pourquoi, comment, etc. L'idée, David. Mais lui, il est proche du marché, il voit qu'il y a un truc qui se passe, il voit qu'il y a une offre et une demande qui est complètement déréglée et de l'oseille de ouf dans tous les sens. Lui, c'était encore assez tôt, c'est au moment où les Bored Api se lancent, je crois. Donc c'est assez tôt, mais il est tellement passionné, tellement en fond dedans, qu'il suit les projets, il voit qu'il y a des trucs à faire, il voit qu'il se passe des trucs de ouf. Mais il n'y a pas encore la hype qui est sortie. Il en parle à ce moment-là. C'est fou, hein. Nous, on capte pas. Avec David, David capte. Il dit il y a un truc à faire. Moi, je capte que dalle. Il m'en parle, je ne comprends pas. Je dis, il me parle, viens, on fait une carte d'artistes, on va pouvoir vendre ça. Mais je dis, mais on n'est pas des artistes avec qui on va bosser, on va être dépendant de quelqu'un. Ça me paraît bizarre ce truc-là. Du coup, premier essai raté. Et il m'en reparle en fin d'été. Je revenais de vacances, peut-être j'étais. Toujours cet été, hein. C'est l'été qui se passe des tout trucs. Tout tourne autour de l'été dans ta vie à toi. Je viens du sud, il faut... Ouais, je te jure. Le soleil, ça stimule. Alors, en hiver, je me mets dans la grotte et je travaille. C'est ça. Et fin d'été, je rentre de vacances et il me dit non, là vraiment, on a capté avec Raphaël, il y a un modèle qu'on va pouvoir appliquer qui est bien concret avec les NFT. Ça peut être très très cool, ça peut faire un très bon projet et tout. Donc viens, on c'est le le teste. moment où, là par contre, il y a la hype, il y a des gens qui lancent des NFT dans tous les sens, il y a des millions qui se défont, avec principalement des images Panini vendues des milliers d'euros en Ethereum. Surtout le mois d'août, ce mois d'août-là, 2021, c'est l'orgie. Il se passe des trucs de ouf. Il y a des projets qui sold out dans tous les sens. Limite, on regarde ça d'extérieur, on se dit mais attends, c'est facile en fait. Bon, c'est facile, bah, on va le faire. Donc à ce moment-là, en août, j'ai 500 balles de crypto, j'ai rien, je comprends pas grand-chose. Et vraiment, t'es pas particulièrement passionné par le truc, je c'est vraiment suis loin du Raphaël truc, qui est tu le vois. moteur, quoi. Voilà, exactement. C'est lui qui a vraiment la connaissance technique David, et tout. par contre, a investi un peu d'argent. Ouais, il s'y connaît beaucoup plus, par le biais de son frère en premier, mais il s'y intéressait aussi. Je comprends, je capte le concept, je capte l'idée. On passe du temps, on parlait fin août. Le 1er septembre, on dit c'est bon, feu, on y va. Et c'est là que ça part. Bootcamp, du coup. Et là, ça vous part vous enfermez comme au tout début, quand vous créez la premier site dropshipping, Google Meet et on y va. Là, je crois que c'est le mois où j'ai le plus bossé de ma vie, je crois. Le mois de septembre, ce mois de septembre-là. Du 1er septembre, on lance à travailler. On n'a pas de carte NFT, donc pas le design des cartes. On n'a pas de smart contract. On a le projet plus ou moins en tête de ce à quoi ça doit servir. Mais c'est vraiment abstrait. On n'a rien. Pas de site, pas de... Que dalle. Ça, c'est le 1er septembre. Le 10 octobre, on met la vente.
la vente s'ouvre. 1 mois et 10 jours plus tard, on a tout créé, le site, les cartes, le design. On bossait du matin, 8h au soir, 1h du matin, des 2 jours sans me laver, c'était terrible. C'était du grand n'importe quoi. Mais par contre, on s'arrache, c'était même trop. Je le referai pas comme ça. Mais bon, c'est une période dans la vie, pourquoi pas. C'est comme ça. On était excités. Et donc ça, c'est le premier projet qu'on fait. Et donc vous lancez votre collection d'NFT. On lance notre collection d'NFT, qui c'est en septembre 2021 du coup. En octobre 2021. Septembre, on en parle le 1er septembre, le 10 octobre c'est lancé. Ah oui, donc elle est lancée en octobre, Ouais. exactement. Mais du coup, vous communiquez tout au long. Dès la 2e semaine de septembre, je crois, on commence à communiquer, ou même à la fin de première semaine, on met déjà un truc sur Twitter en mode ça va sortir. Donc Raphaël connaissait les codes. Exactement. En fait, c'est là où on a été. Il y a Raphaël qui avait 6 mois d'expertise, il avait poncé le truc des NFT, mais de fond en Et comble. donc il fait un cahier des charges, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, il nous dit clairement, voilà, il faut être sur Twitter, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire. La communauté NFT, elle parle comme ça, il nous envoie un thread avec du lexique de la communauté NFT, comment il faut parler, we gonna make it, etc., etc. Donc nous, on s'acculture très vite en mode éponge, en une semaine, on fait ce qu'on peut pour tout ingurgiter. On commence à bosser avec nous notre approche plus classique en marketing, ce qui nous a desservi d'ailleurs. À vouloir faire les choses trop propres, c'était un marché où il fallait faire beaucoup plus sale à l'époque, mais bon. On se répartit le travail à 4 plus 1. On a une personne qui nous aide, qui est à côté du projet, mais qu'on sollicite en freelance pour qu'elle nous aide parce que c'était trop dur à gérer les réseaux, etc. Et voilà, on fait monter la mayonnaise, on lance le. Vous payez un graphiste, du coup, comment ça se passe un peu le lancement d'une collection comme ça? On travaille avec un pote graphiste à David et Raphaël, Ouais. qui fait le taf très bien. Il avait déjà commencé, puisque Raphaël était vraiment parti dans l'idée de faire ça depuis. Il avait l'idée avant septembre, quoi, avant que nous, il nous briefe, etc. Ouais. Il avait déjà briefé son pote, Il a déjà commencé. il avait limite déjà commencé. Il savait qu'il y avait une forte hype autour des singes et tout, donc on allait faire des gorilles, donc tout était déjà. Il y avait pas mal de trucs qui étaient boxés déjà. D'accord. Et Raphaël va s'occuper de la partie smart contract et de la partie tech. Voilà, avec un pote à nous qui s'appelle Jacques aussi à l'époque. David va s'occuper de la partie front. David front et Et marketing toi, avec moi. Et toi, il faut que tu fasses le market. Voilà, on le fait un peu avec David, un peu avec Raphaël aussi, parce qu'il nous donne pas mal qu'il a les d'indications codes. par rapport Ouais. au code, etc. On travaille vraiment, ça c'est une erreur à pas reproduire, c'est principale erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit la hype va passer, putain on va rater le coche, il faut le faire vite. Donc on se fixe la date du 10 octobre, on dit faut le sortir là, on va le sortir là. Alors oui on l'a fait, mais par contre de travailler dans la précipitation, c'est pas bon, parce Vous qu'on avez fait plein de merde. on a bâclé plein de choses, et on a fait plein de merde. Ça aurait mérité évidemment beaucoup plus de réflexion, même dans l'exécution, les trucs qui étaient très mal exécutés. C'est impossible de. Tu peux faire les choses, mais pour les faire, après, il faut arbitrer avec un niveau de qualité. Tu peux pas rogner la qualité. Tu peux pas conserver la qualité en rognant sur le temps. Ouais. C'est pas possible. Est-ce que fait vaut mieux que parfait ou... Bah, ça c'est discutable parce que écoute, on n'a pas les résultats qu'on attend sur ce projet-là. Grosse désillusion d'ailleurs parce que on se dit on va tout casser, ça va être facile, etc. On va vendre des 10 000. On fait quand même la prouesse d'en vendre 1900 et quelques à l'échelle monde. C'est quand même pas Sachant mal. qu'on sort de nulle part, on n'a pas de ref, on n'est pas connu dans le monde des Web3 et tout. Donc en soi, le résultat est beau parce qu'on a fait ça en un mois et de demi. chiffre d'affaires 1900 fois 300 euros, donc ça fait, je sais plus exactement c'était en Ether, mais ça fait une petite somme quoi. À l'époque où l'Ether est beaucoup plus haut en plus. 1900 Non. fois, c'était l'équivalent de 300 euros en Ether, je sais plus combien ça faisait d'Ether. C'est voilà, 500 000, un peu plus de 550 000 euros, 570. C'est beaucoup d'argent, non? Ça fait beaucoup d'argent, c'est cool, mais la désillusion vient du fait qu'on s'est mis en tête qu'on allait sold out, qu'on allait tout vendre, donc on voyait un montant plus gros, et c'est surtout que pour nous, c'était le début, on se sacrifiait un mois, et derrière, on avait des mois de travail, on avait notre projet à dérouler, on allait créer tout ce qu'on avait promis, etc. Et pour nous, c'était, en fait, on se projetait déjà dans, on vous a promis un wallet communautaire où on va tous investir ensemble, une plateforme de formation sur les cryptos en ligne à l'échelle monde et tout ça va être fait. Sauf que désillusion, on n'a pas les fonds pour le faire, on n'a pas ce qu'il faut pour avancer sur le projet. Bah écoutez, désolé, on peut pas, on arrête. Du coup, on rembourse les potes, on rembourse l'entourage, et merci, au revoir. Et donc du coup, merci, à bientôt. On a gagné 500 000 euros. Merci, c'était sympa. Bah en fait, on rembourse toutes les personnes
à titre perso, moi je rembourse les personnes que je connais, que j'ai impliquées dans le projet. Après, des personnes qui ont acheté en Corée du Sud, en Amérique et tout, on n'est pas allé les chercher évidemment. 500 000 euros gagnés. Voilà, bah ouais, moins les charges, parce qu'en fait, il s'est passé des. Ce projet, ça a été une dinguerie en fait. On investit pas grand chose au début. On a investi quelques milliers d'euros chacun. Mhm. Et 12 000 en tout et pour tout, je crois 3 000 chacun. Pour la création. Pour tout. Créer, faire la pub, tout. Et il se passe. On fait monter notre Ouais, pour le marketing, ouais, il a Voilà. fallu investir un peu d'oseille. On fait monter notre petite pression comme ça. On ouvre la prévente avec ces 12 000 euros investis. Et on génère 100 000 dollars, quasiment. Avec ce mois-là. Là. Pas mal le ROI. Pas mal le ROI. Sauf Donc on se dit, Mais on se dit quoi ? On se dit faut 100 en 000, mettre plus. c'est cool. Mais par rapport à ce qu'on espérait faire dès la prévente, c'est pas assez. Donc on a déjà une première peut-être frustration, tu vois, par rapport à ça. On se dit on a une semaine jusqu'à la vente finale. C'est une petite erreur stratégique d'ailleurs. Mais... on a une semaine jusqu'à la vente finale, qu'est-ce qu'on fait ? On a remis les 100 000 balles qu'on avait fait sur la table. À ce moment-là, on se chie dessus. Parce qu'on a passé un mois à sacrifier nos vies. On a fait 100 000. Pour faire 100 000. Voilà, Et là, on fout 100 000 pour essayer de. Mais bon, ROS 5 au final, c'était beau. C'était beau. On se fait voler dans les 100 000, 40 000 euros ou 50 000 euros sur la semaine. À cause d'un influx, et tout comme ça. Quand on peut pas investir 100 000 euros en une semaine sans préparation. Ça, c'est aussi un truc si ça n'existe pas. En fait, on est tellement dans la pression et tellement dans le truc de dire on fait all-in et on remet tout. Il nous faut du monde, il faut qu'il y ait des gens qui voient le projet. On savait pas si ça allait vendre ou pas. Donc on dépense comme des fous. On met 40 000 balles sur la page NFT officielle à l'époque de Mark Cuban. Là. Un flop, ça nous ramène quasiment rien. Le mec il nous vole en plus parce que il nous dit c'est 20 000 balles d'habitude. J'ai pas de place jusqu'en novembre. Je dis ouais mais le mine c'est là. Il nous dit une phrase en anglais, il nous dit c'était 4h du matin, on était KO, on était défoncé. If you want to jump the line, it's 40K. Avec sa grosse voix là comme ça. Je sais plus qui l'avait au téléphone qui nous regarde, qui nous dit ouais il a dit c'est 40K et tout. Bon vas-y feu. Donc cette nuit là on dépense 40 000 balles, ça nous rapporte rien. Y a un mec, c'est une expérience de fou quand c'est même. une expérience de fou. Il y a un mec qui nous tord mais comme des bleus. Genre il nous dit un mec qui nous contacte ah j'ai vu vos trucs c'est énorme votre projet et tout. Si vous voulez je vous ai un joueur de NBA pour pas grand chose, pour 1500 balles, hein, un joueur de NBA universitaire. Ah ouais et tout, t'es chaud, il nous envoie le profil et tout, 800 000 abonnés je crois. Vas-y feu. On y envoie, on dit bon avec tout ce qu'on investit cette semaine, 1500 balles. On n'est plus à s'appuyer. Voilà. 2-3 heures après on a la story. On dit putain mais il est ouf ce mec là, c'est incroyable. Ça ne nous rapporte pas des masses. En fait, on n'a aucun moyen de mesurer vraiment l'impact que ça. Bah oui. Parce qu'on voit les inscriptions sur Discord qui montent, le nombre de gens qui intègrent le serveur. Mais on ne sait pas s'ils vont acheter, on ne sait pas si c'est lié à ça, parce qu'on fait plein de trucs en même temps. Et puis il y a tellement d'opérations en parallèle que le tracking, c'est bordélique. Exactement. Et puis les contacts avec les États-Unis, souvent la nuit, donc on est KO en plus. Donc, ok, ça marche. Il nous dit, bah si vous voulez, je vous ai un autre profil. Regardez, il nous envoie un autre profil, pareil 600K ou 700K. Un peu plus cher, il est plus quali et tout. 2-3 000 balles, enfin je sais plus. Bon vas-y, feu. On y renvoie 2-3 000 balles, hop, il nous met le deuxième profil. Ok, cool, ça marche. 3 heures après, on a la story. On est trop content. On dit putain, c'est notre poule aux œufs d'or, il va nous faire sold out lui. T'as pas autre chose et tout ? Ah si, je veux un mec qui est trop quali, lui vraiment. C'est Zahir, c'est le fils d'un basketteur. Bref, il nous fait avoir un fils de basketteur connu. On dit vas-y, feu. On paye 7 000 balles cette fois-ci. Ok, c'est bon. Il nous fait la story. On est trop content. On dit putain, c'est magnifique. En fait, c'était juste ça qu'il fallait faire. 4e fois. Vous la sentez ou pas ? Est-ce que vous sentez la douille venir ? Elle est là. Il nous dit voilà, ce profil-là, Alec Monopoly, il est super connu. C'est du génie. C'est du génie. Il adore l'art. C'est pas cher, c'est 20K. On paye 15K, je crois. Et là, plus de nouvelles. Elle a disparu avec l'oseille. Au début, il fait un peu des manières du genre ah putain, il me répond plus. Je sais pas, j'ai envoyé les terres, il répond plus. Je sais pas ce qui se passe, machin. On est là, vas-y, il a intérêt de te répondre, le mec, il a intérêt de te répondre, machin. Ah, je sais pas, il répond plus. Et jusqu'à ce que ce soit lui qui ne réponde plus. Donc lui, il est parti avec la chute. 15 000 balles, putain. Lui, on en a un autre qu'on a contacté par Discord qui nous l'a beaucoup plus simple. Hein. Il nous a dit envoyez-moi 12K, je vous fais. Je vais mass DM sur d'autres serveurs Discord, je connais X, Y, Z et tout. C'était l'avant-dernier jour, ça. Ok, et vas-y. Vous envoyez de l'argent comme ça à ce moment-là ? On envoie ce qu'on a gagné en fait. Donc c'est pas notre thune à nous. On se dit tant pis, au pire on aura joué, on aura perdu. Mais on n'a pas tapé dans nos comptes, tu vois. C'est des trucs qu'on a générés. Ouais, c'est l'oseille, l'Ether qui a été gagné sur le lancement. Mais ce mec-là prend les sous, il disparaît aussi. Mais c'est surtout genre aucune préparation, full last minute. L'oseille est là, boum, il disparaît.
Mais tu te rends même pas compte que tu es en train de dépenser 12 000 Ah euros. si, je te jure que si, sur le Si. coup. Bah on suit parce qu'on se dit putain, on a passé un mois de notre vie, on n'a jamais eu autant d'argent d'un coup. Gagner 100 000 euros en un mois comme ça, on savait plus ce qui nous arrivait. Et on est en train de tout foutre en l'air là si ça marche pas. Donc tu vois, tu suis un peu quand même. On fait chier des potes qui ont pas mal de réseaux, qui connaissent des influenceurs français. On arrive à placer avec Julien Tanti, avec des influenceurs des Marseillais, avec des gros profils à faire. Mais tout à l'arrache. Le brief fait au dernier moment, tu les contactes au dernier moment, t'es en pression jusqu'à l'heure du truc qui est la veille du mint. C'est trop mal fait, on est mauvais, tu vois, on fait n'importe quoi, tout dans la précipitation. Mais ça fait 500 000 balles. Mais voilà, au bout du bout, avec toute l'énergie qu'on a mis, tout ce qu'on a dépensé, tous les feux qu'on a allumés partout, mais il y en a quelques-uns compris, on a ramené suffisamment de monde, on ouvre la vente, nuit blanche avant la vente, parce que tout le monde va se coucher vers 1h, 2h du mat, je crois que c'était, tout le monde était claqué. On dit bon, job is done, c'est bon, on a fini, on peut aller dormir. Moi, je traîne un peu, mais vraiment pour rien. Hein. Et tu te rends compte qu'il y a Et d'un un coup, je vais sur problème. le site, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, moi je sais même pas pourquoi j'y suis allé. Je vais sur le site et je vois que notre timer, on avait un timer qui déroulait jusqu'à l'ouverture de la vente, il est fini. Et je vois des gens qui commencent à mettre sur le Discord, ah machin, la vente est ouverte, la vente est ouverte. En fait, on s'était trompé dans la time zone. En fait, on avait mis le timer sur la mauvaise time zone. Du coup, il était déjà fini. Du coup, j'ai dit, mais je peux pas aller dormir. J'essaie de leur envoyer des messages pour qu'on règle ça sur le site. Ils dorment tous. Et t'as pas les accès. J'ai pas les accès, j'y comprends rien en tech en plus. Donc, je passe la nuit sur Discord réveillé. Je dis, je dois répondre à tout le monde. Je ne peux pas laisser les gens sans répondre, sinon on perd tout le monde là dans cette nuit. Je passe la nuit réveillé à répondre aux gens sur Discord. Non, non, c'est trompé sur la time zone, ça arrive demain. Oh là là Ils là se là. réveillent, leur disent, oh les gars, s'il vous plaît, changez la time zone, je vais dormir. Ah, c'était Ah, l'enfer. j'étais jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. À 10 minutes du mint, ça marche pas. Et t'entends Raph et Jacques qui nous disent ah, y a un truc qui va pas. Les gars, ça va pas. Et nous, on est là, on dit non, c'est pas possible que ça aille pas maintenant. Le Discord, c'était la fusion sur le Discord. Déjà, quand ça ouvre et tout. On dit si ça plante maintenant, on est mort, les gars. Et qu'est-ce que tu vis à ce moment-là quand il y a la hype tu la ressens à travers l'internet? C'est vous les associés qui vous excitez entre vous? C'est les gens qui envoient spam de messages sur le Discord? On n'a pas réussi à créer assez de mouvements sur Internet pour le voir sur Twitter, sur Insta, etc. Donc il n'y avait pas de mouvement assez visible à ce niveau-là. Par contre, sur notre Discord à nous, les gens les quelques milliers de personnes qu'on avait réunies, elles étaient comme des oufs parce qu'on les avait vraiment Il y avait piquées au combien de projet. personnes? Je sais plus exactement, mais c'était peut-être une dizaine de milliers. On n'avait pas fait d'achat de bots, erreur aussi à l'époque. Donc, Dizaines de milliers pour avoir 2000 ventes, c'est pas mal. ouais, franchement, c'est pas mal. Mais en fait, on a été super bon en conversion parce que, vu qu'on avait un vrai projet, on n'avait pas prévu de faire un truc bizarre et tout. On se connectait toutes les semaines avec eux pour leur donner des nouvelles. C'était pas uniquement un NFT artistique. Non, Vous aviez une idée de projet de développement de communauté autour de la formation crypto, etc. C'est Exa- ça l'idée. En fait, à la base, c'était vraiment ça l'idée. C'était de dire, on va faire un truc. On était alertés sur tous les trucs qui se faisaient qui étaient moches et qui fallait pas faire. Et c'était ces trucs-là qui venaient desservir le projet. Parce que dès que les gens arrivaient sur le Discord, c'était les premières questions qu'ils posaient. Pourquoi on connaît pas les créateurs? Ça sort d'où ce truc-là? Vous allez partir avec l'argent? Qui êtes-vous? Machin, etc. Mhm. Et donc, pour faire face à ça, on leur a exposé le projet proprement. Chaque semaine, on se connectait pour leur expliquer non, mais les gars, on est là, on s'est connecté avec vous, on répond à vos questions. Et c'est pour ça qu'on a bien converti. Parce qu'on avait vraiment des personnes qu'on a entretenues depuis le début, on avait quelque chose de solide, ça se voyait que c'était un vrai projet, quoi. Ouais. Mais non. Mais au final, ça n'a pas marché. Comment tu vis ça, ce moment où... Bah, donc au final, vous avez fait quoi? 400 000 euros de bénéfice, 300 000 euros de bénéfice, 350 000 À euros de peu bénéfice? près, vu que c'était de l'Ether, l'équivalent de l'époque. Grosso merdo, quoi. Ouais. Et quand tu rembourses les proches, et tu gardes 300 000 de bénéfice et que tu fermes un peu la clé sous le paillasson, comment tu le vis ça? Bah en fait, tu peux le vivre différemment. Moi, j'étais super déçu. Même si c'était écrit dans le marbre sur le site, c'est un investissement, faites attention, ça peut ne pas marcher. Bien sûr. Nanani, ça se confirmera si on fait 20% de vente, etc. Tu te sens un peu merdeux, tu vois. Tu te dis putain, ça va pas marché, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis nul. Déjà, tu te dis je suis nul. Tu te dis ça va pas marché alors que je vois des projets qui sold out. Tu te dis putain, j'ai engagé mes potes, j'ai fait des stories, je dis putain, ce projet il est trop cool, venez, on a fait un truc de ouf, vous allez voir, ça va cartonner. Et ça cartonne pas. Du coup, là, tu culpabilises un peu. Tu dis, putain, déjà, tu te prends un gros coup dans la gueule. Parce que jusqu'à présent, ça se passait tellement facile. C'est la première vraie pelle que je me prends dans la gueule à ce moment-là. Ok. Bon, déjà, ça pique pour l'ego. Par rapport aux proches, à tous ceux que. Dans l'excitation, on était tellement sûr de notre coup. On avait tellement donné. On a tellement donné notre personne et notre. On a dit, ça peut pas ne pas marcher. Mais tu sais, tu te dis, c'est un cauchemar si ça marche pas. Et quand ça marche pas, tu dis, oh.
en soi, les Vous résultats. avez vraiment le sentiment que ça ne marche pas quand vous arrivez à faire ça à 100 000? On l'a tous vécu différemment. Moi, à titre perso, ouais. Moi, à titre perso, je suis Et les autres, ils disent quoi? suis Comment, défoncé. comment ils vivent les autres associés à ce moment-là? Bah, ça dépend. T'en as certains qui sont fiers d'avoir fait ce qu'on a fait, d'avoir donné ce qu'on a donné, du résultat, de sortir de nulle part, de popper, de faire 1900 ventes comme ça. Il y a des histoires cool à raconter. On a fait un truc avec Cyril Hanouna qui était très drôle d'ailleurs, hein. Je te raconterai. Moi, je le sens en mode. C'est plus le. Je me sentais responsable en plus de la vente parce que c'est moi qui gère le marketing. Je me dis putain, mais j'ai foiré en fait. J'ai fait quoi là? C'est quoi qui est nul là, qui a pas marché? Mhm. Voilà, tu te sens pourri. Ouais, tu te dis comment ça a pu ne pas marcher? Alors que tu vois, c'est très mauvais parce que c'est là où tu vois le côté très mauvais des réseaux à ce moment-là. C'est que tu identifies à tous les projets qui ont Ouais, sold à out tous à les côté. mecs que t'as vu lancer des trucs sur la lune qui étaient certainement plus merdiques que le tien en Et plus. c'est ça, tu te dis putain, mais eux ils ont fait sold out en promettant 2 lambeaux et redistribuer 1 million à la communauté. Et nous on essaye de faire des trucs carrés, clean, un marketing un peu propre et tout. Et tu te fais. Et ça marche pas. Hmm. Et putain, mais après le coup, c'est normal, c'est juste justice quoi. On travaille 1 mois sur le projet. À quel moment on va sold out en Un n'ayant mois, rien 300 000, préparé? c'est beau déjà. C'est beau, tu vois, mais c'est la juste logique des choses, tu vois. Hmm. C'est un retour d'univers qui fait que c'est normal. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous vivez le truc? Est-ce que justement chacun repart un peu de son côté, un peu méditation, laisse-moi tranquille, pour l'instant je veux pas bosser, on verra plus tard? Ou est-ce que tout de suite on rembraye un projet? Comment ça se passe? En vérité, on n'a pas le temps de cogiter parce que sur la promo de ce premier projet-là, on fait appel à Alex et PJ de Bodytime qui on les sollicite pour un placement. Mhm. On a Hichem qui bosse avec nous qui arrive à les contacter Mhm. et on réussit à avoir un placement avec eux. Dans la discussion, Raphaël sympathise bien avec Alex à l'époque. Et bah, du coup, il kiffe le projet. Il dit putain, mais vous êtes chaud, vous avez bien taffé, c'est cool comme projet. Ça lui donne l'idée de se dire putain, mais on pourrait pas faire ça répliquer en France en mode. Nous, on a plein d'idées aussi de sujets sur lesquels ça pourrait s'appliquer. Ouais, c'est déjà des trucs sur lesquels Ils avaient ils réfléchi avaient déjà. envie Ouais. déjà. Ils Ouais. avaient envie en fait sur le projet, tu vois, du club d'entrepreneurs, mais aussi pourquoi pas de passer les formations avec un nouveau format, etc. Plein d'idées qui germaient. Nous, on avait nos idées qui étaient assez proches finalement, tu vois, faire de la formation, faire un club d'entrepreneurs. Mhm. Les deux idées se rassemblent et en discutant, on se rend compte que bah, plus ou moins, en ajustant les violons, on a plus ou moins le même projet, quoi, les mêmes idées. Et vu que la connexion s'est faite au niveau de l'affinité avec Raph, bah, très vite, après ce projet, il passe pas une semaine et demie que Raphaël nous appelle en nous disant bah, Alex et PJ sont chauds peut-être qu'on discute, qu'on voit, qu'on monte un club en France qui reprenne à ajuster sur le fond, sur la forme, etc. Mais qu'on lance un projet sur la France. On n'a pas le temps de réfléchir, tu vois, on est dans le truc et on se dit on fait quoi? Enfin moi en tout cas, c'est ma réflexion perso, je dis est-ce que je refuse à titre perso de me réengager là-dedans et je cogite et je suis deg et machin, ou est-ce que j'attends pas et tant pis c'est l'occasion de se refaire psychologiquement et de dire là on va faire un truc qui marche. Donc bah, on part là-dessus. Et on part là-dessus, chacun réfléchit bien, tous les quatre, plus Hichem qui bossait, qui nous avait aidé en tant que free sur le premier projet. On réfléchit et on part tous du coup. Et on repart sur ce deuxième projet-là. On n'a pas le temps de se reposer, pas le temps de se remettre des émotions, qu'il faut déjà repenser à autre chose. Mais en vérité, c'est ça qui nous a remis sur les bons rails. Et on a pu avoir la chance d'avoir une deuxième cartouche où on pouvait gommer les conneries de stratégiques qui ont été faites sur la première. Et du coup, on enchaîne sur ce qui va devenir plus tard le Panthéon Business Club. Dès le début, c'était le nom. Le nom, il est venu après, il est venu quelques semaines après qu'on discute du projet. On réfléchissait d'abord au contenu et à l'utilité du projet, Mhm. ce qu'on allait en faire, ce qu'on voulait en faire, comment on allait le commencer, comment on allait le finir. Et le nom est venu après. Le nom est venu, ça a été vraiment un truc à popper par rapport à ce qu'on se. Ça va durer combien de temps la Réflexion. préparation jusqu'au lancement là pour le coup? Combien de temps on va se donner? Là, on se dit, là, il faut qu'on prenne le temps, on va pas refaire la même connerie. Pas un mois? Pas 1 mois, mais encore une fois, on la prend un peu courte, tu vois. On la prend, on se dit, on se laisse 3 mois de préparation pour lancer, et on lance début janvier. Donc 2022. 2022. Donc on prend un peu plus le temps, mais ça reste ric-rac, tu vois, parce qu'encore une fois, parce qu'en fait, c'est des projets avec tellement d'ambition, avec le si ça marche, que ça prend une préparation monstre, en fait. Et en vérité, c'est un projet que si... 6 mois avant, tu faisais pas d'NFT. Ouais. Tu connaissais rien. Et là, c'était le deuxième projet.
Et là, tu as enchaîné ton deuxième projet avec des gros influenceurs français qui ont une chaîne et une communauté de plus d'1 million de personnes. C'est ça, ça tombe, ça s'enchaîne quoi. Tu prends le temps à un moment donné de t'arrêter et de dire c'est un truc de fou l'année qu'on vient de passer là, ou jamais, même encore maintenant, là, t'as même pas encore pris le temps de t'arrêter pour réfléchir à tout ça. Je l'ai pris le recul en fait après quelques mois après le début du Panthéon. Quand il y a eu le soulagement de dire ce projet il fonctionne, on a réussi. Après le premier lancement. Exactement, on a réussi à faire rentrer du monde, on a quelque chose qui tient la route, on a réussi à développer quelque chose, on est en train de créer un truc propre. Et surtout dans l'approche, on n'est plus dans cette approche qui était vachement biaisée à cause des projets NFT. On n'est plus dans cette approche, on se tue pendant rapide et ça va marcher tout de suite et après on enchaîne. On est plus dans de la construction plus saine, quoi. On dit, on est en train de construire un projet, ça va prendre des mois, des années peut-être, mais c'est plus serein. Donc là, à ce moment-là, j'ai 3 mois de taf derrière pour délivrer la promesse qu'on a faite avec le Panthéon. On le fait et là je commence à souffler et en revoyageant un petit peu, je me dis ok, là c'est cool ce qu'on a vécu et c'est là où je commence à refaire surface un peu même, tu vois, en termes de morale et tout. Là je me dis ok, là ça valait le coup, c'est quand même cool ce qu'on a vécu. En 3 mois, du coup, vous arrivez à préparer le Panthéon et vous le lancez. Bah, on avait des idées déjà bien faites de ce qu'on voulait faire. Les idées, on en a écarté en cours de route. On a fait encore encore une fois, on a fait des choix qui sont pas bons à cause de temporalité trop courte. Quand tu dois faire et l'exécution et la strat dans le même temps, c'est compliqué. Parce que tu te dis, il faut vite t'exécuter, parce que la deadline arrive. Mais en vérité, T'as pas eu le temps de penser à cette stratégie. t'es trop tenté d'écraser la stratégie, en fait. Du coup, tu la bâcles. Tu réfléchis vite, c'est bon, on fait comme ça et on verra bien. Sauf que ça, tu te reprends dans la gueule un peu plus tard. Ouais. Vous lancez avec combien de budget? Oh, ça va un peu plus du coup avec ce qu'on a rentré sur le FAG, sur le premier projet, le FAGC. Plus, bah, du coup, on a un autre parti qui se joint à nous avec CPJ. Là, le compte, en tout et pour tout, je l'ai plus en tête, mais on lance avec beaucoup plus d'argent qu'avec. Beaucoup d'influenceurs, vous allez faire vraiment beaucoup d'influence. Beaucoup d'influx. Je crois que c'est un lancement qui est 10 fois plus gros que ce qu'on a fait pour notre club à nous. Je crois qu'on fait au moins 100 000 € d'investissement sur le premier lancement, quoi. Que, encore une fois, c'est un pari, on les sort de notre poche, mais voilà, c'est plus simple parce que c'est de l'argent qu'on a gagné, tu vois. C'est pas l'argent que je chope parce que j'avais mis de côté les chèques que je recevais à Noël de ma mère, quoi. Exact, ouais. Tu viens de les gagner il y a 2 mois, tu te dis bon, c'est la là suite, ça a quoi. l'air quand même d'avoir plus de chances de se concrétiser, quoi. Et là, tu vois, t'as un peu d'ego, tu te dis putain, on a fait de la merde sur le premier. Enfin, moi je me dis ça, quoi. J'ai fait de la merde, là je vais pas le refaire, donc j'ai quand même des certitudes sur le fait que ça va bien se passer, là, tu vois. Je me dis là je peux pas faire 2 fois les mêmes conneries. Alors on n'a pas refait 2 fois les mêmes, on a fait des nouvelles. Ça arrive. Donc t'en finis jamais, quoi. Mais du coup, ouais, c'est quand même un succès ce lancement. Ouais, franchement on est content. On l'a, en fait, là où ça a pas mal swifté le truc, c'est qu'on l'a conscientisé, on s'est levé un peu ce rêve un peu qui est pas, c'est pas de la logique, tu vois, de lancer un projet en quelques mois et de faire plusieurs millions en quelques mois, tu vois. Ça arrive. Vous attendiez pas à faire plusieurs millions. Et on n'est pas parti pour le faire, c'était même pas l'objectif, tu vois. On voulait construire propre. On voulait que des gens adhèrent au projet, que des gens adhèrent à ce qu'on a proposé. Derrière, délivrer déjà dans un premier temps aux gens qui sont là la valeur qu'on a promis, et construire derrière en ayant conscientiser le fait que c'est pas un truc, on n'allait pas faire un hold-up et que ça existait pas. On s'est levé ça de la tête, en fait. Ça, on le prend au pied de la lettre, oui ça existe, mais c'est pas comme ça qu'on travaille proprement. Enfin, moi c'est ma conviction. C'est pas ce que vous vouliez faire non plus. C'est pas ce qu'on veut faire. Ouais. Et encore moins avec CPJ qui pour le coup aussi. Exactement. Le manque à gagner aurait été trop gros. Ouais, en termes d'image et tout, même tu peux si pas. tu fais 3 millions, tu perds pas tout ce que tu as construit pendant 10 piges. Pour ne serait-ce qu'un million, ça vaut pas le coup, c'est pas rentable. Surtout qu'ils gagnent déjà de l'oseille à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Donc on le fait dans un état d'esprit beaucoup plus sain, en mode on est conscient qu'il n'y aura pas de sold out si c'est pas l'objectif. On va le construire comme un projet NFT, on le prend pour la techno parce que on y croit fort, tu vois, on reste quand même convaincu que c'est une techno qui est cool, qui a de l'avenir. On voit beaucoup de ça amène de la nouveauté sur le marché. Ça amène de la nouveauté. Et c'est le moyen de. C'est pour nous un nouveau moyen de faire. C'est comme une levée de fonds en fait. Tu proposes un projet. C'est une levée de fonds. Hein. Et t'as des gens qui te croient et qui te suivent. Et après, derrière, il faut délivrer. Et cette levée de fonds, alors ça fait combien en chiffres ça? On fait quasiment le même chiffre que sur FAGC. On refait. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'éther, tu vois. C'est entre 600 à 800 000 €. Mais on refait suffisamment d'argent pour lancer les premiers mois du club, pour lancer le dev de la plateforme, pour lancer les 2 premiers événements.
et avoir de la trésor pour continuer et que le projet soit lancé, tu vois, c'est un truc. Et là, on a une entreprise avec de la trésor, avec des projets, des trucs qui vont dérouler. On gagne pas d'argent là-dessus. On Et part pas en vacances là-dessus. bah en fait, c'est pas l'objectif, ça, tu vois, on l'a pris vraiment en mode il y a une trésor de C'est une levée boîte, de fonds. c'est une levée de fonds, on va construire dessus. Donc voilà, après on a chacun ses activités à côté toujours. Nous on a toujours l'agence et c'est notre gagne-pain pardon. Mhm. Gagne-main. Gagne-main. Notre gagne-pain qui est l'agence avec David. Raphaël continue ses activités à côté, Alex et Pêche pareil. Donc on a tous nos activités et ça c'est quelque chose, c'est notre projet de long terme. On a nos idées bien faites là-dessus, on sait où on veut le mener. Et maintenant on en est fier, tu vois, c'est un projet où on en est fier, où il se passe des trucs, où on a plein d'ambitions. Mais c'est beaucoup plus. On rentre dans une phase où c'est beaucoup plus sain d'y travailler que sur c'est les long lancements, terme, quoi. quoi. Voilà. Et justement, alors, qu'est-ce qui a bien marché s'il y avait les 3 tips, c'est un post LinkedIn, les 3 tips pour réussir votre lancement NFT, ça ressemble à quoi? Ouais, les 3 trucs pour réussir un projet NFT. En fait, il faut vraiment le prendre comme. Parce que tu as la branlette, il faut une super roadmap, une vraie vision, apporter une révolution sur le marché, c'est pas ce qui marche, on est d'accord que c'est le marketing, point. Et puis en vérité, c'est même pas un projet NFT. En fait, je pense qu'il faut arrêter de le. Il faut juste NFTiser un projet qui a du sens, point barre. En fait, le NFT, c'est la modalité, c'est l'outil. Exactement. C'est ton outil. Tu sais que c'est ton pass d'accès. Je parle pour nos types de projets à nous. C'est un outil qui sert, c'est ça la clé d'entrée pour ce genre de projet, ça aurait pu être autre chose, nous on a choisi de le faire comme ça. Ce qui a de l'importance, c'est de travailler sur le projet, qu'est-ce qu'on va en faire derrière. En vérité, donc dans votre cas, le business club. Exactement, un business club avec tout ce qu'il y a actuellement et ce qui va arriver derrière. Donc c'est vraiment réfléchir au projet plus qu'au NFT. Le NFT, c'est ta modalité. Surtout dans notre projet à nous, l'aspect artistique du NFT n'a pas d'impact. Enfin, c'est vraiment le projet. Et après, c'est ton marketing, il doit être. C'est très compliqué sur ce secteur-là parce que tu as beaucoup de défiance. Tu te dis, en plus sur le marché français, beaucoup de défiance sur les NFT, sur le Web3, c'est opaque, il y a des difficultés. Technique d'acquisition, d'adhésion. Les gens sont pas matures sur les wallets, sur ci, etc. Donc, ça s'est quand même bien passé. Il y a quand même beaucoup de gens que vous avez réussi à transformer, beaucoup de formations, vous avez fait beaucoup d'éducation. Ouais, on a fait pas mal de contenu pour apprendre à créer un wallet, pour apprendre à minter, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on a réussi à pas mal fonctionner dès le départ. Mais donc voilà, c'est beaucoup de marketing, d'éducation sur ce genre de projet pour l'instant, en tout cas vu la temporalité du truc. Et le troisième point, c'est vraiment par rapport, même si le marché, même si c'est alors maintenant moins du coup, maintenant c'est plus le moment, mais imaginons que ça revienne, la hype comme il y avait à ce moment-là, c'est pas parce qu'il y a la hype qu'il faut se presser. Et c'est comme tout autre projet, il faut prendre le temps de le préparer, il faut prendre le temps de réfléchir à la strat. On a fait plusieurs erreurs stratégiques vraiment dues à cause du temps, parce qu'il fallait trancher et qu'on disait bah, les gars ça avance, il faut qu'on fasse des choix, sauf que c'est pas bon, on peut pas fonctionner comme ça. Je comprends et en même temps, j'ai presque envie de te dire, vous avez quand même fait un demi-million. Ouais. T'avais jamais fait un demi-million avant. Est-ce que si t'avais eu plus de temps, est-ce que t'aurais fait un demi-million ou est-ce que t'aurais fait plus? Est-ce qu'il y a vraiment des décisions game changer que t'aurais pris différemment? Bah, en fait, là, ça a été une somme de facteurs qui ont fait que les mauvaises décisions ont été prises. Il y a eu la temporalité qui était trop faible pour ce genre de projet-là, où on mélangeait exécution et stratégie. Du coup, on avait déjà exécuté des trucs, on n'avait même pas réfléchi. Mais il y avait aussi plein de choses. On se lance dans un projet où il y a des personnes qui se retrouvent à travailler ensemble, qui n'ont jamais travaillé ensemble avant. Donc il y a la gestion de l'humain dans ça, surtout quand on est avec David par exemple, habitué 6 mois avant, on travaillait à deux. On n'avait aucune relation avec d'autres personnes avec qui on bossait. Ouais. Tu te connais par cœur, tu mets rien sur papier, tu prends tout pour acquis. Tu te dis bah l'autre il sait ce que je fais, moi je sais ce qu'il fait, pas besoin de verbaliser ce que je suis en train de faire. Sauf que là c'est pas pareil quand tu bosses avec une team d'un coup beaucoup plus de 2 à 8. Tu fais x4 en termes d'effectifs, tu as des personnes autour de toi, il faut t'organiser. Donc il y a la gestion de l'humain qu'on avait, qui sur une période aussi courte, il fallait apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble, même à titre perso, apprendre à travailler avec plusieurs personnes. Tu vois, pour moi c'est comme ça, mais non, c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, je suis encore très mauvais là-dessus. Tu vois, c'est des vrais skills, des trucs à développer, quoi. Exactement. Ouais, et là, dans le rush, ajouter toutes ces complexités-là. Exactement, et ça n'a pas été les conditions idéales pour avoir le résultat qu'on veut, mais c'est facile de refaire le film après, tu vois. Ouais. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir les conditions idéales?
Je pense pas, jamais en plus. Et est-ce que si tu avais les conditions idéales, est-ce que tu aurais fait mieux? Évidemment, après tu te dis toujours, ouais, si, j'aurais fait mieux. Ouais. Mais c'est déjà pas mal, tu vois. On est content et c'est surtout que tu réfléchis pas trop, tu regardes après ce qu'on a à venir, quoi. Si tu regardes rétrospective sur un an, comment est-ce que tu vois cette année passée? Ouais, c'est cool. C'est cool. Ça a été très très bénéfique dans le sens où ça a mis c'est arrivé au bon moment, je pense, parce que ça nous a mis une claque au moment où à l'agence on commençait à être vraiment bien et vraiment confort. Donc au moment où ça recommençait à devenir, entre guillemets, même si ça ne l'est pas, presque trop Mhm. facile, parce qu'on avait la gestion des clients en compte, on gérait les clients tranquillement, les résultats marchaient plutôt bien, les clients étaient contents, les clients étaient bien gérés, on gagnait bien notre vie, on n'avait pas de contraintes, on était en mode pépère, on était parti en vacances, on était bien et tout. Ça commençait à devenir facile, et ça c'est tombé, cette opportunité qui nous a excités, qui nous a lancé dans ces murs qu'on a traversés avec la tête, Mhm. ça nous a mis la claque au bon moment. Une belle image. Ça nous a mis la claque Ah, au ça bon vous moment. a mis direct un nouveau challenge, un nouveau palier, nouvelle cour d'apprentissage en accéléré, Et quoi. là, en un an, on a, enfin, en l'espace de 9 mois depuis septembre, ça nous a mis, enfin, à titre perso, je pense qu'on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup appris en 9 mois, beaucoup plus qu'en 2 ans, là. C'est sûr. Donc au final, c'est une belle réussite, tu vois, même à titre perso. Ça fait quoi de bosser avec des types que tu suivais sur YouTube avant? Bon, franchement, c'est les premiers calls, tu vois, c'est un peu. Les premiers calls, tu te dis putain, c'est drôle, que ça fait drôle. Mais ils sont tellement humains, tellement sympas et tellement simples que très vite, tu t'en rends plus compte. Et bah, en fait, comme on était de suite, encore une fois, ça évite de se poser des questions. Quand tu es de suite dans l'opérationnel et de suite dans l'exécution, Ouais, puis t'as pas le temps de t'as pas réfléchir. le temps de te branler, quoi. Non, voilà. Faut directement y aller. Mais ouais, tellement accessible, tellement simple, tellement gentil que très vite, ça te lève la gêne. Avec David, du coup, il y a ce truc de, ben voilà, on a fait des projets NFT, on a fait des résultats qui sont quand même un peu fous, quoi. On a levé plus d'1 million en peu de temps. Une expertise que très peu de gens ont en France, très peu de track record. Même si vous avez fait que 2 lancements, bah, dans une industrie aussi jeune, tu commences à devenir déjà expert entre guillemets sur le sujet, c'est-à-dire que tu en sais plus que 95-99% de la population. Via le truc de pourquoi pas développer du coup, pousser et accompagner des gens à lancer des projets, etc. Est-ce que vous en avez fait d'autres? Est-ce que vous avez signé personne? Est-ce que vous n'avez pas vraiment cherché? Est-ce que la hype des NFT est descendue et donc du coup il y a aussi peut-être un peu moins la hype d'y aller, d'y retourner? C'est quoi votre positionnement aujourd'hui? L'idée, c'est on a signé, deux projets là-dessus qu'on a accompagnés, qui sont bien passés, etc. Sur la partie Vous plus avez fait l'accompagnement de A à Z? l'accompagnement tech pour le coup sur ces deux projets-là. D'accord. Donc on a bossé Alors avec Raph. qu'à la base, vous n'étiez pas particulièrement tech ni l'un ni l'autre. Non. C'est beau. Donc Mais c'est parce que c'est parce que c'est une grosse contrainte peut-être la tech dans la partie NFT, la partie smart contract, etc. aujourd'hui c'est la ressource la plus recherchée, la tech évidemment. Et là quand je te dis qu'on est en mode test, c'est vraiment parce que le marché pour moi il est vraiment pas mature. On est aussi on est sur un marché pas mature où notre expertise n'est pas mature. On a taffé pour nous, on a plein de connaissances, plein de bonnes pratiques, etc. Niveau technique, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème. Raphaël, c'est un crack là-dedans. Donc sur la technique, il n'y a pas de problème. C'est plus dans la gestion stratégique de lancement, etc. On a notre expérience, on a notre sensibilité à nous par les projets qu'on a lancés, par les projets qu'on a observés, qu'on a benchmark pour lancer nos projets. Ouais. Mais tu vois, ça manque un peu de recul, tu vois. Donc dans la manière, dans plein de choses, la manière quel niveau d'implication on donne aux marques qu'on accompagne. Ce qui est fou, etc. c'est que vous avez fait du coup un peu plus d'1 million de levées en quelques temps. J'ai la chance de discuter avec des mecs qui ont fait 5, 7, 10 millions. C'est tous le même discours. Hein. Il n'y a jamais... La différence, c'est qu'ils ont investi plus. Ils ont tous fait un espèce de bordel énorme à coup de donner des 30, 40, 50 000 balles à des mecs qu'ils ne connaissaient pas, qui a placé leurs produits. Exactement. Point. Ouais, c'est ça. Bah, après, il y a... t'apprends vraiment ce que c'est la guérilla marketing à ce moment-là. Et tu te dis... c'est quand tu fais... Guérilla marketing, mais avec des moyens quand même. Avec des moyens, mais le premier qu'on fait, le premier projet, c'est vraiment on allume des feux dans tous les sens, on teste des trucs qu'on n'a jamais testés, et tu te dis là faut que ça prenne là, donc t'es pas là en mode pépère quand tu taffes sur soit ton business soit celui de tes clients, en mode je teste mon levier, je vais voir dans 3 semaines. C'est en mode t'allumes des feux de partout, tu lances un truc, tu lances un autre truc à Il côté. faut que le lendemain ça a payé direct quoi. Ah ouais, là faut... Et t'es presque dans le noir quoi, parce que tu sais pas ce qui va se passer jusqu'au jour J.
Donc non, franchement, c'était formateur. Et donc, du coup, aujourd'hui, la décision est on attend que le marché devienne plus mature, on reste en stand-by, en attente. On continue du coup à gérer les clients sur du lead, sur de l'e-commerce. C'est quoi aujourd'hui principalement les clients que vous avez gardés sur Nous, l'agence? aujourd'hui, là, l'agence, fort de toutes ces expériences, des années d'accompagnement, etc., on s'est rendu compte que le gros problème, c'est que c'est pas un levier d'acquisition qui fait la diff, Ouais. que c'est une stratégie globale marketing. Ouais. Euh, et on s'est rendu compte aussi que notre point fort, c'était pas de gérer un levier, c'était le growth. En fait, c'était le travail de growth marketing. C'était réfléchir à la strat, à l'opérationnel, à l'exécution tout en même temps. Moi, c'est ce que je faisais à la base pour les clients quand j'étais en free, Ouais. qu'on a écarté. On a fait plus que de l'acquisition simple sur l'agence. Mais en fait, c'est ça le cœur de ce qui nous plaît et de ce là où on est bon avec David. Tous les deux. Vous tous les avez deux. tous les deux la même Ouais, vision. on est bon. Ok. On a tous les deux une petite appétence tech. On a travaillé sur pas mal de cas où il fallait travailler la strat. Donc, on a une vision strat marketing et sur de l'opérationnel, de l'exécution qu'on a fait pendant 2 ans. Mhm. Donc, aujourd'hui, on est focus sur de l'accompagnement de marques e-commerce dans leur croissance avec du growth parce que c'est ce qui nous plaît et c'est là où on est les meilleurs. Ok. Le Web3, c'est quelque chose qu'on explore parce que le sujet nous plaît bien et parce qu'on se rend compte qu'il y a des sujets super intéressants qui vont tomber. Mais aujourd'hui, on continue d'apporter le maximum d'énergie avec l'agence sur des projets qu'on maîtrise, sur lesquels on peut apporter de la valeur et qui surtout, c'est des projets où on est sûr d'apporter de la valeur et de récupérer de la valeur. E-commerce. du E-commerce, coup, ouais. principalement. Aujourd'hui, on est focus sur le e-commerce avec une approche growth. C'est-à-dire qu'on ne prend plus un client qui nous dit on veut simplement faire du Facebook Ads. On prend des marques sur lesquelles on est capable de s'impliquer, de se greffer comme un pôle marketing externe en fait, Mhm. et où on travaille avec la marque en mode growth. Donc, TikTok, Google, Facebook. Tout ce qui est pertinent par rapport à la marque. On a une approche vachement orientée test and learn, donc avec des tableaux de growth, avec un suivi, avec un process de testing qui est vachement serré, vachement Mhm. strict, où on teste plusieurs choses à la fois. Et en fait, bien souvent, la plupart des marques e-commerce, elles ont le focus là où il ne faut pas. C'est-à-dire qu'elles vont se casser la tête sur leur campagne Facebook ou inversement sur leur site, alors qu'il faudrait regarder ailleurs. Ou alors les deux, elles vont regarder leur campagne, leur site, et elles ne se rendent pas compte que c'est un problème de produit, ou que c'est un problème de prix, ou que c'est un problème d'offre, ou que c'est un problème... Et je sais pas pourquoi, mais il y a des personnes, des personnes qui sont brillantes en plus, mais qui mettent en fait la faute, comme si c'était facile de mettre la faute là-dessus, sur les campagnes Facebook par exemple. Ouais. Et ils changent 3 fois d'agence, 3 fois de freelance, ils changent les budgets, ils changent les créas, ils changent de stratégie, ça marche jamais. Ouais, mais c'est que le problème vient d'ailleurs. Et donc nous, avec notre approche, on audite l'ensemble de la strat digitale, on va essayer de décoincer ça en allant taper là où le problème est vraiment, en repartant même du positionnement, de l'analyse des personas, de l'analyse vraiment de la base, qui est le truc le plus oublié par toutes les marques établies qu'on a rencontrées. Ouais, bien sûr. Ils l'ont travaillé au début, ils ont refait un workshop peut-être dans les 6 Ils mois, ont oublié. et puis ils ont oublié. Mhm. Donc le positionnement il est plus à jour, ça se voit sur le site, ça se voit sur leur démarche, ça se voit sur leur réseau. Positionnement pas à Ça se jour. voit sur l'avatar, ça se voit ça se sur voit là où partout. ils font de la pub, ça se voit partout. Et quoi. tout est décousu. T'as eu 3 agences qui sont passées, qui ont fait 3 types d'ads différentes, avec des messages différents. Il n'y a plus aucune linéarité en fait dans le message entre le site, les réseaux et les ads. Et tu te rends compte que ces personnes passent encore du temps à dépenser énormément sur les social ads, à regarder ce qui bloque et à dire putain ça marche pas. Mais en fait, ça vient pas de là quoi. Et du coup, on bosse là-dessus. Et du coup, de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois à on a fait des millions à lever et où maintenant on se focus là-dessus sur l'accompagnement e-com, c'est quoi l'objectif? On va où aujourd'hui? Là aujourd'hui, on est plus sur un objectif de chiffre d'affaires, ce que je te disais tout à l'heure, c'est parce que c'est le mauvais driver pour moi en tout cas. Mhm. On est plus dans l'optique de dire on va structurer ça, on va en faire une belle agence. Mhm. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on ait ce qu'on est en recherche, c'est d'avoir des belles réussites, c'est d'avoir des marques et des histoires à raconter en disant on a aidé cette marque à passer de temps à temps. Parce qu'on se rend compte que, in Build fine, des case studies, c'est quoi. ça qui a le plus de valeur, autant en titre personnel, en termes d'épanouissement personnel, même qu'après en termes de marketing pour la suite. Bien sûr. Si tu as des belles réalisations, si tu arrives à vraiment aider des marques à passer de X à Y de manière vraiment des vraies belles évolutions. Oui, bah de 6 à 7 chiffres, de Voilà. 7 à 8 chiffres. Donc là, etc., l'objectif de etc. boîte, on va commencer à structurer ça. Là, on est encore en fonctionnement. Donc typiquement client DNVB qui a déjà commencé, qui a déjà des ventes et qui est sur un espèce de plafond de verre. Exactement. Des marques qui font entre 10 et 100 000 euros par mois, qui veulent casser ces plafonds-là, qui n'arrivent pas. Donc voilà, nous on s'intègre aujourd'hui
On est encore avec une équipe de freelance qui bosse avec nous quand on n'a pas la compétence. En général, on s'intègre en mode analyse, stratégie, exécution en coordination avec les équipes. Donc on bosse avec les médias buyers des marques, avec les graphistes des marques, etc. Ok. Mais on va se structurer, c'est l'objectif en tout cas dans les mois qui arrivent, pour avoir du monde pour pouvoir décharger les marques de ces problématiques-là. Et d'avoir une équipe complète Voilà. en interne. Ce que tu dirais, moi, c'est surtout ça, là. Il y a une phase où il y a Guillaume qui est assez perdu, finalement, qui se cherche beaucoup, qui tâtonne un peu les études, l'armée, les premières missions et tout. Qu'est-ce que tu dirais à ce Guillaume-là, aujourd'hui? Franchement, je dirais de faire la même chose. En fait, moi, le truc qui m'a toujours servi et que je recommande à tout le monde, c'est de pas subir en fait. C'est t'es pas bien, il y a un truc qui te va pas. Bah en fait, il faut être un minimum consistant, essayer d'aller au bout, jusqu'au point de te dire c'est pas fait pour moi. Dès que Ok. tu te dis c'est pas fait pour moi, ça sert à rien de passer une minute de plus. Et j'ai fait ça pour les écoles, j'ai changé d'école en école, j'ai arrêté l'école pour faire l'armée, j'ai arrêté l'armée pour repasser auto-entrepreneur. J'ai fait, à un moment donné dans mes études, en troisième année, je fais master entrepreneuriat, je fais une alternance dans le vin, je me dis le vin c'est pas pour moi, l'armée c'est pas pour moi, et ça m'a toujours réussi, parce qu'en fait, chaque fois, tu écartes de ton passage quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Mhm. Plutôt que de rester dans le oh peut-être ça me plairait, peut-être ça c'est quelque chose qui est pour moi, ben en fait là tu rayes les hypothèses en fait, et t'avances. Donc en fait, de naviguer comme ça, de sujet en sujet jusqu'à ce que tu en trouves un qui te plaise vraiment. Moi, il y a plusieurs années, et ça a été le fil rouge de tout, c'est qu'il y a, depuis le tout début de mes études, le marketing ça m'a plu, la com ça m'a plu. Ça a été un fil rouge que j'ai jamais lâché. Ça s'est appliqué sur différents sujets, Mhm. mais je suis toujours resté là-dessus. Mais le fait d'avoir testé les secteurs, d'avoir testé les formats, d'avoir testé les business models, d'avoir testé les entreprises, en alternant, en freelance, en agence, lancer un projet. Dans tout ça, on a lancé un projet de QR code pour les restos avec David qui a pas marché. Mais d'avoir testé plein de trucs et de ne pas insister quand tu te rends compte que c'est pas pour toi, Ouais. c'est vital. Si tu insistes en disant non, mais quand même, les autres le font, je vais y arriver, tu perds du temps en fait. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, il faut savoir lâcher Donc l'affaire. franchement, Comment est-ce que tu sais quand il faut persister ou quand il faut lâcher l'affaire? dès que ça te plaît plus et que tu te dis ça me fait chier de le faire, faut lâcher. Ok. Si c'est pas du ça me fait chier parce que c'est les tâches. Parce que en vérité, quand ça te plaît vraiment, même les tâches de merde, tu te dis je l'ai fait pour la bonne raison. Parce que ce que je fais au global, ça me plaît. Bien sûr. Quand tout, tu te dis non, c'est pas pour moi, là vraiment, je prends aucun plaisir et c'est plus difficile qu'autre chose et tu le sens en fait. C'est trop dur de mettre des mots là-dessus, mais t'es une situation où t'es pas bien, tu le sais. Faut lâcher, quoi. Et là, faut lâcher. Mhm. Et il faut lâcher pour faire autre chose. Faut pas lâcher pour se dire. Ouais, pour se branler, quoi. Voilà. Faut se lâcher en disant. Faut déjà commencer à réfléchir sur la fin. Qu'est-ce que tu aimerais faire à la place. Donc, en fait, Mhm. tu dis, ok, ça j'aime pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et tu sais, voilà. Et il faut aller sur ses envies. Après, faut pas avoir peur. Je suis parti de la fac pour faire l'armée. La moitié de ma famille me disait, tout le monde à part mon père me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'arrêtes l'école pour aller à l'armée? Bah, ça te démange, vas-y, tu vois. Faut tester. T'as pas peur à ce moment-là? Quand tu fais ces espèces de sauts dans le vide. Bah, franchement, t'as un peu d'inconscience parce que j'étais à la fac et j'étais plus jeune. Mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe au pire? Parce qu'en fait, j'y vais tellement en mode optimiste, en mode ça va trop me plaire, que j'ai pas peur. Je me dis, putain, c'est fait pour moi l'armée. Chaque fois, je suis convaincu. Je suis convaincu de ma connerie à chaque fois. Je pars à l'armée, en alternance, je pars dans le vin. Dans ma tête, je me dis, putain, mais c'est magnifique ce milieu-là. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool, mais je suis fait pour travailler dans le T'es vin. enthousiaste, quoi. 6 mois après, après avoir passé 2 salons où j'avais pas compris qu'il fallait recracher, je me prends des cuites à la dégustation. Je capte vite que c'est pas pour moi. C'est une Mais bonne anecdote, ça. quand j'y vais, J'aime trop le vin, moi, pourquoi je vais le cracher? Vous êtes C'est fous? mais quand j'y vais, franchement, chaque fois, je me dis, c'est le truc de ma vie. Hmm. Et j'y vais tout le temps dans cette optique-là. Chaque fois que je vais dans un projet, je me dis, ça va être le projet de ma vie. Parce que j'y crois vraiment. Même si 2 mois après, j'y crois plus, je me dis, tant pis, c'est pas grave. Quand j'y suis allé À fond, content. quoi. Hmm. Et ben, je suis parti, c'est pas pour moi. Il y a un autre point aussi, je pense, qui est hyper important, c'est effectivement le réseau, là, tout le début d'expérience en expérience, d'aller explorer, d'oser lancer des trucs, d'aller en formation, puis d'aller en stage, puis cette démarche peut-être aussi un peu enthousiaste que tu dégages au quotidien, qui te permet de rencontrer des gens, de rebondir. Et bah, si vous avez suivi même les derniers projets NFT, Raphaël qui est l'émulateur, c'est le frère de David, David que tu as rencontré chez Google, Google que tu as rencontré grâce au gars de Dublin, que tu as rencontré dans la formation, que tu es allé après le deuxième bootcamp, que tu as fait du truc. Donc effectivement, ce connecting the dots par rapport aux gens.
Est-ce que tu as un espèce de tips, de conseils sur le networking, sur connecter avec les gens, sur... Moi là-bas, je suis un animal qui reste dans sa grotte et qui va bosser. J'ai passé mon adolescence dans ma chambre à jouer à la play. Mhm. Donc je suis pas quelqu'un extrêmement à sortir tout le temps et tout. Mhm. Mais par contre, il faut que tu vives des trucs. Il faut ce réseau-là, c'est la résultante. Mais tu arrives à avoir ce réseau-là et à le faire par la force des choses quand tu fais des trucs en fait. Mhm. Il faut se forcer à sortir de chez soi, à prévoir de faire des trucs, mais même pas forcément du business, hein, mais se forcer à voyager, se forcer sans trop savoir pourquoi on le fait, hein, mais tu te forces à voyager, tu te forces à vivre des expériences en fait. Tu te rends compte, j'achetais dans mes études que les formations ça pourrait être cool, je voulais pas faire une formation en ligne, je voulais faire une formation en présentiel, je voulais vivre un truc. Ouais. Et il faut se forcer à aller vivre des trucs, à sortir de chez soi, à voyager, à se... Il y a pas longtemps, j'ai failli m'inscrire dans un club d'échecs, ce genre de délire. Quand t'as un délire, il faut se forcer à le faire. Parce qu'à partir du moment où tu vis les choses, tu sais jamais pourquoi, mais elles te sont toujours bénéfiques pour une raison ou une autre. Et tu peux pas planifier le fait de rencontrer des gens. Tu vas faire plein de trucs qui te servent à rien, que tu crois, mais en fait, ça t'a toujours appris plus ou moins des choses. Et C'est intéressant. Hein. voilà. C'est-à-dire que même si tu as l'envie, comme tout le monde, il faut te bouger et te forcer. Ça fait un moment, par exemple, moi j'ai dit que je m'inscrirais, j'irais prendre des cours de théâtre, tu vois. Mais tu vois, c'est le genre de délire Et, qu'il et faut, quoi. effectivement, c'est le truc, peut-être, j'aurais rencontré des trucs de ouf, vécu des trucs de ouf, et effectivement, il faut te pousser au cul, quoi. J'ai un ami, un bon ami à moi, il y a pas longtemps, il est parti sur un coup de tête, pareil, parce qu'un peu la même motivation, en disant faut que je fasse des trucs et tout. Parti faire une semaine de stage de théâtre à Paris, de formation sur le théâtre, quoi. Et parmi les personnes du groupe, il a rencontré le fondateur d'une marque de textile très connue en France. Ils ont sympathisé et ils ont failli bosser ensemble par la suite. Tout ça parce qu'il a dit écoute, ça me démange de faire du théâtre, je vais y aller. Ouais. Faire des trucs, quoi. Faire des trucs, et il faut pas hésiter à investir, même dans les trucs qui sont pas business. Je pars une semaine là, je vais. Après, une fois que tu es orienté business, que tu sais que tu as des projets, que tu sais. Ça se fait automatiquement en fait. Tu connectes vite. Oh putain, cette personne, elle pourrait m'aider pour ça. Ouais. Même si t'es pas parti pour ça, tu vois. Tu connectes the dots. Exactement. Guillaume, c'est quoi ta définition de la tribu? Ma définition de la tribu. La définition d'une tribu, ouais. Une tribu, ouais. Je suis fatigué, moi. Putain, c'est chaud. La tribu. Je sais pas si elle est très bonne, mais pour moi, c'est surtout un groupe de personnes soudées qui vont s'entraider par rapport à l'adversité. Moi, c'est surtout ça que je le matérialise comme ça, tu vois. C'est beau. C'est quoi selon toi, ta vision, ton point de vue sur est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Franchement, moi, mon parcours, je me suis jamais dit je vais être entrepreneur. Mais je pense que ça dépend vachement des personnalités. Je pense que tu le deviens si ta personnalité a vocation à l'être. Il y a des gens pour qui c'est pas fait l'inconfort, il y a des gens qui n'aiment pas les problèmes, ça les stresse plus qu'autre chose. Et je pense que c'est pas quelque chose que tu as vraiment le pouvoir de choisir. Il y a plein de gens que ça fait rêver de dire je vais être entrepreneur parce qu'à passer un moment il y a un peu une hype. C'est pas un truc que tu choisis, quoi. Tu choisis pas d'être à l'aise dans ça ou de pas être à l'aise, tu vois. Quand c'est vraiment pas ton truc, tu peux te forcer, tu peux essayer d'y aller, ça peut finir par te plaire, parce que je suis convaincu que les passions viennent en pratiquant et pas l'inverse. T'es pas passionné d'un truc avant de le faire, c'est en faisant un truc avec optimisme que tu deviens passionné. Mais l'entrepreneuriat, c'est quand même pour moi, c'est quand même quelque chose qui doit te venir naturellement. C'est pas un truc tu dis demain je vais être entrepreneur. Tu testes, ça se trouve tu persistes, ça finit par te plaire. Mais pour moi, c'est pas une décision de vie de dire que t'es entrepreneur, tu vois. Mais après, je sais pas. T'as jamais été salarié? J'étais alternant, donc j'ai connu le salariat comme ça. Et c'est tout. Et depuis ça ouais, marche pour pendant toi. mes études, je fais livreur de sushi, j'ai fait des petits trucs comme ça. Mais... Ouais, tu fais des petits boulots. boulots. Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations. Est-ce que tu as un petit mot pour clôturer ce podcast? Bisous à ma grand-mère si elle écoute, mes grands-mères, sinon je vais me faire engueuler. Et vive Mulhouse. Et vive Mulhouse. Guillaume, merci beaucoup. Retrouvez Guillaume bien évidemment sur les réseaux, l'agence Wanted dans le lien juste en dessous. T'as été bon parce que j'ai été très fatigué et j'ai pas été bon pour le coup. Alors que d'habitude je suis excellent dans l'énergie, dans la direction des interviews. Guillaume a été bon. Dites-le dans les commentaires. Pensez à laisser un avis 5 étoiles bien évidemment
peu importe la plateforme là où vous êtes. Et puis, si vous voulez réseauter avec des entrepreneurs géniaux comme Guillaume, ça se passe dans la tribu. Le lien est Projet. juste en dessous. À bientôt les amis et merci Guillaume. Merci à toi.